Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Manhattan, maison de vente aux enchères Sotheby's, vendredi soir. La pluie d'automne tambourinait contre les baies vitrées tandis que l'élite new-yorkaise se rassemblait pour ce qui devait être une vente aux enchères de routine. Des lustres en cristal jetaient une lumière chaude sur des coiffures impeccables et des robes de créateurs, tandis que des serveurs gantés de blanc se déplaçaient silencieusement entre les rangées de chaises en velours, remplissant les flûtes de champagne et offrant des canapés importés. Sophie Carter ajusta sa montre Cartier vintage, un cadeau de sa grand-mère décédée et probablement l'objet le plus cher qu'elle possédait, et vérifia ses notes une dernière fois. En tant que spécialiste indépendante en authentification d'œuvres d'art, elle avait bâti sa réputation sur sa rigueur, sa précision et son honnêteté brutale. Le lot de ce soir comprenait plusieurs pièces qu'elle avait personnellement examinées, et elle avait signalé des doutes concernant l'article 47 de Sotheby's, une œuvre prétendument impressionniste des années 1920 intitulée Rêve de jardin. 3 rangs plus loin, Ethan Brox tripotait ses boutons de manchette en platine, ses yeux gris acier parcourant le catalogue de la vente sans vraiment le voir. À 32 ans, il avait hérité de plus d'argent que le PIB de la plupart des petits pays, mais ce soir, dans son smoking Tom Ford parfaitement taillé, il se sentait comme un imposteur. Sa mère, Eleanor Brox, philanthrope, mondaine et entremetteuse professionnelle, était assise à côté de lui, chuchotant de temps en temps les noms des filles de bonne famille. La jeune Langlais vient de rentrer de Paris, murmura Eleanor derrière son éventail en soie. Diplômée en histoire de l'art de la Sorbonne. Ethan grogna à peine en guise de réponse. Son esprit était ailleurs, plus précisément à la réunion du conseil d'administration prévue lundi matin, où il devrait expliquer pourquoi la dernière acquisition de Brox Enterprises avait de nouveau échoué. Le commissaire-priseur, Henry Langston, un gentleman britannique distingué qui avait fait circuler des millions de dollars d'œuvres d'art pendant 3 décennies, monta sur le podium avec une élégance étudiée. Mesdames et messieurs, bienvenue à la vente de ce soir. Nous commençons avec le lot numéro 1. Les 46 premiers lots se déroulèrent sans accroc. Peintures, sculptures et manuscrits rares changèrent de main avec la fluidité que seul l'argent sérieux peut offrir. Sophie observait attentivement, prenant des notes mentales sur les tendances du marché et le comportement des acheteurs. Elle avait appris à lire la salle, les hochements de tête subtils, les gestes de la main presque imperceptibles, la façon dont les enchérisseurs sérieux gardaient une expression soigneusement neutre. Puis vint le lot numéro 47. Rêve de jardin, attribué à Julian Moreau, vers 1921, annonça Langston, sa voix portant le poids de l'autorité. Un magnifique exemple d'œuvre botanique post-impressionniste, huile sur toile, 91 par 61 cm. Les enchères commencent à 500 000 $. L'estomac de Sophie se noie. Elle avait examiné cette peinture pendant 3 heures mardi dernier, utilisant des lampes UV, des loupes et une analyse spectrale. Le coup de pinceau était incorrect, le vieillissement artificiel, même le cadre était une reproduction habile. Elle avait soumis ses conclusions au département d'authentification de Sotheby's, mais apparemment, ses préoccupations avaient été ignorées. Les enchères commencèrent prudemment. 500 000 devinrent 600 000, puis 800 000. Sophie observait Ethan Brox du coin de l'œil. Il était légèrement penché en avant, la mâchoire contractée par la concentration. Elle avait fait des recherches sur lui. Qui ne l'avait pas fait? MBA de Harvard, héritier d'une fortune dans le transport maritime, et actuellement en conflit public avec son conseil d'administration, qui le jugeait trop impulsif pour son propre bien. 1,2 million, lança une femme en soie émeraude au premier rang. 1,5, contra un gentleman aux cheveux argentés avec un accent texan. Ethan leva sa plaquette. 2 millions. Sophie sentit la sueur perler sur son front malgré la climatisation. La situation devenait rapidement hors de contrôle. 2,5 millions, répliqua la femme en soie émeraude. Sans même se retourner, le gentleman texan secoua la tête et baissa sa plaquette. Trop cher pour lui. La mère d'Ethan posa une main avertisseuse sur son bras. Chérie, peut-être que. 5 millions, annonça Ethan, sa voix portant à travers la salle soudainement silencieuse. Sophie se leva si brusquement que sa chaise racla le sol en marbre avec un grincement malencontreux. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, y compris celle d'Ethan. Un instant, leurs regards se croisèrent à travers la pièce bondée et elle y vit quelque chose. Du désespoir, peut-être, ou la détermination téméraire de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre.
Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge. 5 millions de dollars pour le gentleman durant 12. Entends-je 6 millions? C'est de la folie, murmura Sophie, serrant son rapport d'authentification. Elle ne pouvait pas rester assise et regarder quelqu'un gaspiller 5 millions de dollars sur un faux. Cela allait à l'encontre de tout son instinct professionnel. La femme en soie émeraude conférait avec son conseiller, un homme mince à lunettes cerclées de fils qui secouait la tête avec insistance. Une fois à 5 millions de dollars, lança Langston en levant son marteau. Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle pouvait l'entendre par-dessus le doux bourdonnement de la conversation. Elle avait deux choix, rester silencieuse et assister à un désastre, ou parler et probablement mettre fin à sa carrière dans le monde de l'art new-yorkais. Sotheby's n'appréciait pas d'être contredit publiquement. 2 fois. Ethan Brock souriait maintenant, le genre de sourire confiant qui accompagne la victoire. Sa mère s'éventait plus vigoureusement, et Sophie pouvait voir d'autres membres du conseil d'administration de Brooks Enterprises dispersés dans le public, affichant des airs allant de l'inquiétude à la résignation. Le marteau amorçait sa descente quand Sophie prit sa décision. « Arrêtez !» cria-t-elle en se levant d'un bond et en pointant directement Ethan. « Ce tableau est un faux. » L'effet fut immédiat et dévastateur. Les conversations s'interrompirent en pleine phrase. Les verres de champagne s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Même les serveurs cessèrent de bouger, figés comme des mannequins dans une vitrine de grand magasin. Le marteau de Langston tomba sur le sol avec un bruit sourd. Oublié. Ethan Brooks la regarda avec un mélange de choc et de quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. La femme en soie émeraude était bouche bée. Eleanor Brooks s'éventait frénétiquement, semblant sur le point de s'évanouir. « J'ai examiné cette pièce personnellement », continua Sophie, sa voix portant dans le silence absolu. La composition de la peinture est incorrecte pour l'époque. La préparation de la toile ne correspond pas aux techniques documentées de Moreau et la signature montre des signes clairs de vieillissement artificiel. C'est une très bonne reproduction, mais elle n'est pas authentique. Langston avait l'air d'un homme voyant sa carrière défiler devant ses yeux. « Mademoiselle, je vais devoir vous demander de... » Elle a raison. La voix venait du fond de la salle, près de la sortie. Un homme âgé à la barbe blanche parfaitement taillée s'avança, s'aidant d'une canne qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Dr Édouard Langlais, se présenta-t-il. Je collectionne l'œuvre de Moreau depuis 40 ans, et j'étais un ami personnel de Julian avant sa mort. Ce tableau est en effet un faux, et un faux plutôt évident. La salle explosa. Les voix s'élevèrent dans la confusion, la colère et l'excitation. Des téléphones portables apparurent comme par magie, postant probablement déjà sur les réseaux sociaux. Sophie pouvait presque voir les gros titres, scandale chez Sotheby's. Un faux tableau secoue l'élite de Manhattan. Une experte sauve un millionnaire du désastre. Au milieu du chaos, Ethan Brooks la fixait toujours, puis, comme si le stress, l'adrénaline et l'absurdité pure de la situation avaient court-circuité son cerveau, il se leva et dit la première chose qui lui vint à l'esprit. « Je vous aime. » Les mots tranchèrent le bruit comme un couteau dans du beurre. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Toutes les caméras de téléphone se tournèrent vers lui. Eleanor Brooks poussa un petit gémissement et s'affaissa contre la femme à côté d'elle. Sophie Carter, qui avait affronté des réseaux de faussaires, des maisons de ventes hostiles et des collectionneurs intimidants sans ciller, sentit ses joues brûler d'embarras. De toutes les réponses possibles au sauvetage public de quelqu'un d'un désastre financier, « Je vous aime » n'était certainement pas sur sa liste de résultats attendus. « Vous ne connaissez même pas mon nom », réussit-elle à dire, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Sophie Carter, répondit immédiatement Ethan. Vous êtes diplômée summa cum laude de NYU en histoire de l'art et en chimie. Vous avez été consultante pour le May, le Whitney et la Frick Collection. Vous avez un jour démasqué toute une galerie de faux Picasso à Soho. Vous buvez votre café glacé même en hiver. Vous avez un chat nommé Renoir. Et vous êtes probablement la personne la plus honnête de toute cette salle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie cligna des yeux. Comment? Pourquoi savez-vous tout ça? L'expression confiante d'Ethan vacilla. Parce que ça fait 6 mois que j'essaie de trouver le courage de vous inviter à sortir. Et j'ai peut-être fait quelques recherches. Probablement trop de recherches. Définitivement trop de recherches. Eleanor Brooks choisit ce moment pour s'évanouir complètement, glissant gracieusement de sa chaise sur le sol en marbre avec un bruit sourd qui réussit à être élégant, même dans l'inconscience.
Sophie regarda le chaos autour d'elle, la mondaine inconsciente, le commissaire-priseur bégayant, la salle pleine de l'élite de Manhattan la fixant avec des expressions allant de l'amusement au plaisir scandalisé, et murmura la seule chose qui semblait appropriée à la situation. Eh bien, on aura tout vu. Samedi matin, divers endroits. Sophie Carter se réveilla au son de son téléphone vibrant comme une guêpe en colère contre sa table de chevet. Sans ouvrir les yeux, elle tendit la main et l'attrapa, plissant les yeux devant l'écran à travers une vision brouillée par le sommeil. 47 appels manqués, 63 messages textes, et sa boîte de réception affichait 127 emails non lus. Renoir, gémit elle au chat tigré orange perché sur son rebord de fenêtre. Je crois qu'on est célèbre, et pas pour les bonnes raisons. Le chat agita sa queue avec dédain et retourna observer les pigeons sur l'escalier de secours devant son petit studio. L'appartement de Sophie était une étude de chaos organisé. Des livres d'art empilés partout, du matériel d'authentification occupant la moitié de sa table de cuisine, et des reproductions de peintures célèbres couvrant chaque parcelle de murs disponible. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle, et le loyer était presque gérable si elle mangeait des nouilles instantanées 3 soirs par semaine. Elle fit défiler ses messages avec une horreur croissante. Sophie, Channel 7 News veut une interview. Claire, sa seule amie dans le monde de l'art. Appelle-moi immédiatement. Daniel Henley, son client occasionnel du Whitney. As-tu vraiment sauvé Ethan Brox de l'achat d'infos? Olivia, sa colocataire d'université. Le Poste veut faire un reportage. Numéro inconnu. L'action de Brox Enterprises est en hausse de 12% ce matin. Un autre numéro inconnu. Et puis il y avait ceux qui lui nouèrent l'estomac. Nous devons parler. Lundi, 9h précise. Margaret Ashwood, directrice de l'authentification, Sotheby's. Vos services ne seront plus requis. Edward Mills, un collectionneur privé qui était un client régulier. Déçu par votre comportement peu professionnel. Dr Elizabeth Thornton, chef de département, Christie's. Sophie gémit et enfouit son visage dans son oreiller. Elle avait sauvé un homme de perdre 5 millions de dollars sur un faux tableau, et d'une manière ou d'une autre, elle était la méchante de l'histoire. Le monde de l'art était notoirement fermé et impitoyable. Contredire publiquement Sotheby's, c'était comme gifler le pape à la messe de Pâques. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était sa mère. Sophie Catherine Carter, retentit la voix familière depuis Sacramento. Ton père vient de te voir aux informations du matin, en train de pointer du doigt un homme et de crier à la fraude artistique. As-tu des ennuis? Salut, maman. Non, je n'ai pas d'ennuis. J'ai juste fait mon travail, en quelque sorte. Eh bien, ils disent que tu as embarrassé des gens très importants, et que ce jeune Brox t'a déclaré son amour devant tout le monde. Chérie, y a-t-il quelque chose que tu ne nous as pas dit? Sophie s'assit, passant sa main libre dans ses cheveux bruns en désordre. Crois-moi, maman, je n'avais aucune idée qu'il savait même qui j'étais avant hier soir. C'était complètement fou. Il est très beau, dit sa mère d'un air songeur. Ton père l'a cherché sur Internet. Il dit qu'il vaut environ 2 milliards de dollars. Maman. Je dis juste, ma chérie, tu as 31 ans. Tu travailles trop et tu n'as ramené personne à la maison pour Noël depuis 3 ans. C'est peut-être l'univers qui te dit quelque chose. L'univers me dit de trouver une nouvelle carrière, marmonna Sophie en faisant défiler d'autres emails furieux. Je crois que je viens de tuer ma réputation professionnelle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un pantouf surplombant Central Park, Ethan Brox vivait sa propre crise du lendemain. Il était assis à l'îlot de sa cuisine, une plaque de marbre qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, fixant son écran d'ordinateur portable et 3 journaux différents, qui affichaient tous des variations du même titre. La déclaration d'amour public d'un milliardaire secoue une vente aux enchères à Manhattan. Le New York Post avait opté pour « le cœur aux enchères » au-dessus d'une photo de lui ressemblant à un cerf pris dans les phares. La page ci avait un cliché zoomé de l'expression choquée de Sophie avec la légende « Une femme mystère sauve l'héritier Brox d'une fraude artistique ». Le Wall Street Journal, plus sérieux, avait choisi « Un scandale d'authentification chez Sotheby's expose les vulnérabilités du marché ». Son téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis 6 heures du matin. Son agent de presse voulait gérer la crise. Son avocat voulait discuter d'éventuels procès. Sa mère voulait savoir si elle devait planifier un mariage ou réserver des séances de thérapie. Et le pire de tout,
son conseil d'administration voulait une réunion d'urgence pour discuter de son comportement de plus en plus erratique. La sœur cadette d'Ethan, Lily, entra dans la cuisine en pantalon de yoga et pull ample, ses cheveux blonds en un chignon désordonné. À 28 ans, elle était la rebelle de la famille Brox, une avocate spécialisée en environnement qui conduisait une hybride et faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end. Eh bien, dit-elle en attrapant une pomme dans le bol de fruits et en sautant sur le comptoir à côté de lui. Mon grand frère a enfin fait quelque chose d'intéressant. Raconte-moi tout. Il n'y a rien à raconter. J'ai eu un moment d'égarement et j'ai dit quelque chose d'incroyablement stupide devant 200 personnes. Tu as dit à une parfaite inconnue que tu l'aimais après qu'elle t'a sauvé de l'achat d'un faux tableau pour 5 millions de dollars, dit Lily en croquant dans sa pomme. Ce n'est pas un moment d'égarement, Ethan. C'est une comédie romantique. Ethan gémit et mit sa tête dans ses mains. Le conseil va me crucifier. Il pense déjà que je suis trop impulsif pour diriger l'entreprise. Ça ne fera que leur donner raison. Peut-être qu'ils ont raison, dit Lily doucement. Quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois parce que tu en avais envie, et non parce qu'on l'attendait de toi? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, sa gouvernante, Madame Liu, frappa à l'encadrement de la porte de la cuisine. Monsieur Brox, il y a des journalistes devant l'immeuble, et votre mère a appelé. Elle monte. Parfait, marmonna Ethan. Aussi, continua Madame Liu avec un petit sourire, il y a une livraison pour vous. Des fleurs, je crois. Lily haussa un sourcil. Des fleurs de Sophie? Mais quand Madame Liu revint, elle portait un énorme arrangement de lys blanc avec une carte qui disait « Nos plus sincères condoléances pour la mort de votre dignité. » Le conseil d'administration. Lily éclata de rire. Ethan, cependant, n'était pas amusé. « Je dois arranger ça, » dit-il en se levant et en faisant les 100 pas vers la fenêtre. « Je dois m'excuser auprès de Sophie Carter de l'avoir entraînée dans ce pétrin, et je dois trouver comment convaincre mon conseil que je ne perds pas complètement la tête. » « Est-ce que tu perds la tête ?» demanda Lily, le regardant faire les 100 pas. Ethan s'arrêta et considéra sérieusement la question. « Je ne sais pas. Peut-être. Tout ce que je sais, c'est que quand je l'ai vu se lever dans cette salle et risquer sa carrière pour m'empêcher de faire une énorme erreur. Lily, elle ne me connaissait même pas, et elle était prête à torpiller sa propre réputation professionnelle pour faire ce qui était juste. Quand est-ce que quelqu'un a fait quelque chose comme ça pour toi pour la dernière fois? Jamais, admit Lily. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ethan regarda Central Park, où les joggeurs matinaux faisaient le tour du réservoir. Quelque part là dehors se trouvait Sophie Carter, probablement aux prises avec sa propre crise à cause de sa déclaration impulsive. Je vais la trouver, dit-il doucement, et je vais m'excuser, puis je vais trouver un moyen de réparer tout ça. Son téléphone vibra avec un nouvel appel. C'était son assistant cette fois. Monsieur Brox, j'ai des nouvelles intéressantes. Sophie Carter vient de refuser des demandes d'interview de CNN, Good Morning America et 60 minutes. Son agent dit qu'elle n'est pas intéressée à capitaliser sur la situation. Ethan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Dans une ville où les gens vendraient les bijoux de leur grand-mère pour 15 minutes de gloire, Sophie Carter refusait les grandes opportunités médiatiques. Elle était vraiment aussi honnête qu'il l'avait pensé. De plus, continua son assistant, Sotheby's a confirmé que le tableau était bien un faux et il lance une enquête interne sur leur processus d'authentification. Le docteur Langlais a déclaré publiquement que l'intervention de Mademoiselle Carter a évité un scandale majeur. Donc elle avait entièrement raison. Oui, monsieur. Et, monsieur, il y a une dernière chose. J'ai fait quelques recherches sur le passé de Mademoiselle Carter, comme vous l'aviez demandé. Elle n'est pas seulement honnête, elle est fauchée. Elle a refusé un emploi très lucratif dans une maison de vente privée l'année dernière parce qu'il voulait qu'elle soit moins rigoureuse dans ses authentifications. Ethan ferma les yeux. Sophie Carter avait tout risqué pour le sauver de sa propre stupidité. Et maintenant, elle payait probablement le prix de son intégrité. Annulez mes rendez-vous du matin, dit-il à son assistant. J'ai quelqu'un à voir. Lily sourit. Ça devient intéressant. Et Lily, ajouta Ethan en se dirigeant vers sa chambre pour s'habiller. Si maman demande où je suis allé, dis-lui que je suis mon cœur. Elle détestera ça, mais au moins elle comprendra. En fermant la porte de sa chambre, Ethan put entendre sa sœur rire et déjà composer le numéro de quelqu'un,
probablement pour partager le dernier développement de ce qu'elle surnommait la comédie romantique désastreuse d'Ethan. Mais pour la première fois depuis des mois, Ethan avait l'impression de faire quelque chose de bien. Maintenant, il devait juste trouver comment convaincre Sophie Carter de ne pas lui claquer la porte au nez. Samedi après-midi, studio de Sophie. Sophie était en train de manger sous le coup du stress les restes d'un plat thaïlandais directement dans la barquette tout en cherchant des offres d'emploi à Portland, loin du monde de l'art impitoyable de New York, quand quelqu'un frappa à sa porte. Pas le léger tapotement de sa voisine âgée, Madame Fernandez, ni le coup rythmé du livreur de la bodega d'en bas. C'était un coup confiant, déterminé, qui parvenait à sonner cher. Elle jeta un œil par le Judas et faillit s'étouffer avec son pas de taille. Ethan Brox se tenait dans son couloir, incroyablement beau en jean sombre et pull marine qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Il tenait ce qui semblait être du café et un sac en papier blanc, et plus surprenant encore, il avait l'air nerveux. Sophie jeta un regard horrifié à son appartement. Des livres d'art étaient éparpillés sur toutes les surfaces, son matériel d'authentification était étalé sur la table de la cuisine comme une sorte de scène de crime scientifique, et elle portait son jean le plus élimé et un sweat de l'université de Columbia avec un trou au coude gauche. Ses cheveux étaient en une queue de cheval désordonnée, attachée avec ce qui aurait pu être un pinceau. Elle envisagea de faire semblant de ne pas être là, mais Renoir choisit ce moment pour miauler bruyamment et gratter la porte, apparemment curieux de leur visiteur. Ethan frappa de nouveau. « Sophie, je sais que vous êtes là. J'entends votre chat, et je vous ai vu regarder par le Judas. Comment savez-vous où j'habite » cria-t-elle à travers la porte, sans bouger pour déverrouiller. Votre adresse est dans l'annuaire professionnel. Et avant que vous ne le demandiez, je n'ai amené ni journaliste, ni photographe, ni personne d'autre. C'est juste moi. Et du café. J'ai apporté du café. Sophie ferma les yeux et compta jusqu'à 10, puis 20, puis 30, mais Ethan Brox était apparemment patient car il attendit simplement. Finalement, contre son meilleur jugement, elle ouvrit la porte, mais laissa la chaîne de sécurité enclenchée, créant un espace juste assez large pour le foudroyer du regard. « Monsieur Brox, dit-elle formellement. C'est inattendu. » Ethan, corrigea-t-il doucement. Et je sais que c'est probablement la dernière chose que vous voulez gérer en ce moment, mais je devais m'excuser, vous remercier, et m'assurer que vous alliez bien. Sophie étudia son visage à travers l'entrebâillement. Il avait l'air sincèrement préoccupé, et ses yeux gris acier qu'il avait fixés à travers la salle des ventes semblaient maintenant presque vulnérables. « Je vais bien, mentit-elle. Très bien. Ma carrière est peut-être finie, mais à part ça, tout est merveilleux. Ethan grimaça. C'est justement pour ça que je suis là. Puis-je entrer, s'il vous plaît? Je promets de ne pas vous déclarer à nouveau mon amour ni de faire quoi que ce soit d'autre d'embarrassant. Je veux juste parler. Contre tous ses instincts qui lui hurlaient de le renvoyer, Sophie se surprit à déverrouiller la chaîne et à ouvrir plus grand la porte. 5 minutes, dit-elle, et seulement parce que vous avez apporté le café. Ethan entra dans son petit studio et regarda autour de lui avec un intérêt sincère, pas la curiosité polie qu'elle attendait de quelqu'un qui vivait probablement dans un penthouse. Son regard s'attarda sur son espace de travail improvisé, sa collection de livres d'art, et une reproduction de La Nuit étoilée de Van Gogh qu'elle avait peinte elle-même à l'université. « C'est vous qui avez peint ça » demanda-t-il en désignant le Van Gogh. « C'est juste une copie. J'étais étudiante en art avant de me spécialiser en authentification. » Sophie prit le café qu'il lui offrait. Il venait de chez Joe Coffee, son endroit préféré qu'elle ne pouvait plus se permettre. « Comment saviez-vous que j'aimais cet endroit » Ethan eut la grâce de paraître embarrassé. « J'ai peut-être observé vos habitudes de café pendant les 3 mois où j'ai essayé de trouver le courage de me présenter à divers événements de galerie. » 3 mois. Sophie le dévisagea. « Vous avez dit 6 mois hier soir. 6 mois à vous remarquer, 3 mois à essayer activement de vous aborder et à me dégonfler à chaque fois. » Ethan passa une main dans ses cheveux sombres, les faisant se dresser légèrement. « Je ne suis généralement pas aussi pathétique en réunion d'affaires. Je suis même assez confiant. » Malgré tout, Sophie sentit le coin de sa bouche se contracter. « Qu'est-ce qui vous a empêché de vous présenter ?» Vous, dit simplement Ethan. Chaque fois que je vous voyais travailler, vous étiez si concentré, si passionné. Vous examiniez une œuvre comme si vous résolviez un mystère, complètement absorbé. Vous ne sembliez jamais remarquer les mécènes de la galerie qui essayaient de vous flatter ou les collectionneurs qui tentaient d'attirer votre attention.
Seul l'art comptait pour vous. C'était. Il fit une pause, cherchant ses mots. C'était beau à voir. Sophie sentit la chaleur lui monter au cou. Elle n'était pas habituée aux compliments, surtout pas de la part de milliardaires debout dans son appartement en désordre. Monsieur Brox. Ethan. Vous n'êtes pas venu ici juste pour me dire que vous me harcelez depuis 6 mois, n'est-ce pas? Ethan rit, un son sincère qui transforma tout son visage. Quand vous le présentez comme ça a l'air assez effrayant. Non, je suis venu parce que ce qui s'est passé hier soir était de ma faute, et je voulais arranger les choses. Il sortit du sac en papier blanc ce qui semblait être un dossier. Ceci est un contrat. La tasse de café de Sophie s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Un quoi? Brox Enterprises a besoin d'une directrice de l'authentification et de l'acquisition d'art. Quelqu'un pour superviser notre collection d'entreprises, authentifier des pièces pour nos fondations et conseiller sur les investissements artistiques. Le salaire est 3 fois supérieur à ce que vous avez gagné en tant qu'indépendante l'année dernière, avec tous les avantages sociaux, et une autonomie complète sur toutes les décisions d'authentification. Sophie le dévisagea. Vous m'offrez un emploi? Je vous offre l'emploi que vous méritez, un emploi où votre intégrité est un atout, pas un handicap. Ethan posa le dossier sur sa table de cuisine, déplaçant soigneusement une loupe et quelques bandelettes de tests chimiques. Vous m'avez évité de faire une erreur de 5 millions de dollars hier soir. Le conseil pense peut-être que je suis impulsif, mais ils ne peuvent pas contester les résultats. C'est fou, dit Sophie, mais elle se surprit à ouvrir quand même le dossier. Le chiffre du salaire lui fit écarquiller les yeux. C'est plus d'argent que je n'en ai gagné ces 3 dernières années réunies. Vous le valez bien, dit Ethan doucement. Et Sophie, il n'y a aucune condition. Vous prenez ce poste, vous me rendrez des comptes professionnellement, mais je ne vous importunerai pas personnellement. Hier soir, j'étais pris par le moment. Vous n'avez pas à vous inquiéter que je rende les choses gênantes. Sophie leva les yeux du contrat. Ethan se tenait maintenant près de sa fenêtre, les mains dans les poches, regardant Renoir inspecter ses chaussures. Il y avait quelque chose de presque solitaire dans sa posture, malgré ses paroles confiantes. Pourquoi? Demanda-t-elle. Et ne me dites pas que c'est juste parce que je vous ai fait économiser de l'argent. Vous pourriez engager n'importe quel expert en authentification au monde. Ethan resta silencieux un long moment, regardant toujours par la fenêtre la vue sur l'immeuble d'en face, bien loin de son panorama sur Central Park. Parce que, dit-il finalement, dans une salle pleine de gens qui m'auraient laissé faire cette erreur juste pour éviter de faire une scène, vous vous êtes levé et avez fait ce qui était juste, même si cela vous coûtait. Dans mon monde, ce genre d'honnêteté est plus rare que n'importe quelle peinture. Sophie sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine, ce qui était dangereux. Elle ne pouvait pas se permettre d'être charmée par Ethan Brox, peu importe à quel point il semblait sincère. Les hommes comme lui vivaient dans un univers différent, un univers de jets privés, de galas de charité et de problèmes qui pouvaient être résolus en y jetant de l'argent. Je dois y réfléchir, dit-elle. Bien sûr. Ethan se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Sophie, pour ce que ça vaut, je pensais ce que j'ai dit hier soir. Pas le timing, évidemment. C'était terrible. Mais le sentiment. Il sourit, ce même sourire confiant qui lui avait valu des ennuis à la vente aux enchères. Je suis à moitié amoureux de vous depuis la première fois où je vous ai vu authentifier un Degas avec une telle concentration que vous n'avez pas remarqué l'alarme incendie qui se déclenchait. L'alarme incendie? Sophie cligna des yeux. C'était vous au gala de la Freak Collection? Je me suis toujours demandé pourquoi tout le monde avait évacué sauf le gardien de sécurité et un type en smoking. Il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Quelque chose avec les détecteurs de fumée de la cuisine. Mais vous avez continué à travailler. Complètement inconsciente. Le sourire d'Ethan s'élargit. C'est là que j'ai su que j'étais mal parti. Après son départ, Sophie s'assit sur son petit canapé avec Renoir ronronnant sur ses genoux et le contrat étalé sur sa table basse. L'offre d'emploi était incroyable. Plus qu'incroyable. Elle résoudrait tous ses problèmes financiers et lui donnerait le respect professionnel auquel elle aspirait. Mais cela signifierait aussi travailler pour l'homme qui lui avait déclaré son amour devant la moitié de l'élite mondaine de Manhattan. L'homme qui, malgré sa richesse et ses privilèges évidents, avait réussi à rendre son appartement moins solitaire simplement en y restant 10 minutes. Son téléphone vibra avec un SMS de Lily Brox.
Apparemment, la sœur d'Ethan avait obtenu son numéro d'une manière ou d'une autre. Mon frère est un idiot. Mais c'est un idiot bien intentionné. De plus, il rend toute notre famille folle à parler de la femme brillante qui authentifie l'art comme si elle résolvait des crimes. Je pensais juste que vous devriez le savoir. Lily. Sophie fixa le message, puis le contrat, puis Renoir, qui n'offrit aucun conseil utile à part exiger d'être nourri. « Qu'est-ce que tu en penses, Renoir » demanda-t-elle. « Devrais-je accepter un emploi d'un homme qui m'observe secrètement travailler depuis 6 mois ?» Renoir se contenta de ronronner plus fort. À travers sa fenêtre, Sophie pouvait voir le soleil se coucher sur la ville, peignant le ciel de nuances de rose et d'or qui auraient fait pleurer les impressionnistes. Quelque part là-dehors, Ethan Brox faisait probablement face à sa propre crise. Des réunions de conseil, des attentes familiales et le poids d'une entreprise d'1 milliard de dollars sur ses épaules. Et quelque part entre ses remboursements de prêts étudiants et ses responsabilités d'entreprise, quelque chose d'inattendu avait pris vie dans une salle de vente de Sotheby's. Sophie ramassa le contrat et se mit à le relire. Cette fois, elle prêta attention à chaque détail. Parce qu'Ethan Brox était peut-être impulsif, privilégié et complètement hors de sa portée. Mais il avait aussi raison sur une chose. Dans son monde, l'honnêteté était tout. Et quelque chose lui disait que malgré le désastre de la nuit dernière, il valait peut-être la peine de prendre le risque. Lundi matin, siège de Brox Enterprises, Manhattan. Sophie se tenait sur le trottoir devant la tour étincelante de 40 étages de Brox Enterprises, serrant son nouveau portefeuille en cuir, un achat du week-end qui avait fait pleurer sa carte de crédit, et remettant en question chaque décision de vie qu'il avait menée à cet instant. Le bâtiment s'étirait vers le ciel comme un monument au capitalisme. Tout en verre, en acier et en puissance d'entreprise intimidante. Des gens d'affaires en costumes coûteux s'écoulaient autour d'elle comme un fleuve d'ambition, chacun semblant savoir exactement où était sa place. Elle n'avait pas sa place ici. Après 48 heures de liste de pour et de contre angoissantes et une longue conversation téléphonique avec ses parents, accepte le poste, ma chérie. Tu pourras t'occuper de la romance plus tard. Sophie avait signé le contrat à 23h47 le dimanche soir. Maintenant, debout dans l'ombre de l'empire d'Ethan, elle avait de sérieux doutes. Son téléphone vibra avec un SMS de Claire, son amie du monde de l'art. « Je t'ai vu en page 6 ce matin. Une experte en art mystère rejoint Brox Enterprises. Qu'est-ce que ça fait d'être la nouvelle recrue la plus en vue de Manhattan ?» Sophie gémit. Elle avait spécifiquement demandé à l'agent de presse d'Ethan, apparemment, elle avait un agent de presse maintenant, ce qui était terrifiant, de garder l'annonce discrète. De toute évidence, discret signifiait des choses différentes pour différentes personnes. Prenant une profonde inspiration qui avait le goût des gaz d'échappement et de l'ambition, Sophie poussa les portes tournantes pour entrer dans le hall de marbre et d'acajou. La réceptionniste, une femme élégante qui semblait sortie d'un magazine de mode, sourit avec le genre de chaleur professionnelle qui venait probablement d'une formation approfondie. « Vous devez être Mademoiselle Carter », dit-elle avant que Sophie ne puisse se présenter. « Monsieur Brox vous attend. » Dernier étage. Batterie d'ascenseur de la direction. Montrez simplement votre pièce d'identité à la sécurité. Le contrôle de sécurité était plus minutieux que dans la plupart des aéroports, mais finalement, Sophie se retrouva seule dans un ascenseur qui montait si doucement qu'elle sentit à peine le mouvement. De la musique classique jouait doucement tandis que les numéros d'étage défilaient, et Sophie aperçut son reflet dans les portes en acier poli. Elle avait choisi sa tenue la plus professionnelle, un blazer marine, un chemisier blanc et un pantalon noir qu'elle possédait depuis ses études supérieures. Mais à côté de tous les costumes de créateurs qu'elle avait vus dans le hall, elle avait l'impression de porter un costume de fin de série. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler une réception qui semblait appartenir à un musée. Des peintures originales tapissaient les murs. Elle repéra ce qui ressemblait à une véritable étude de Nymphéa de Renoir et faillit s'arrêter de respirer. Et le mobilier était du genre moderne et épuré qui coûtait plus cher qu'une voiture. Mademoiselle Carter. Une femme dans la cinquantaine s'approcha avec un sourire chaleureux et une aura d'autorité compétente. Je suis Laura Winters, l'assistante de direction de Monsieur Brox. Bienvenue chez Brox Enterprises. Laura la guida à travers un labyrinthe de bureaux et de salles de conférences, désignant divers départements et expliquant la structure de l'entreprise. Brox Enterprises, apprit Sophie, était plus qu'une simple compagnie de transport maritime. Ils avaient des divisions dans l'immobilier, les technologies d'énergie renouvelable et, ce qui était le plus pertinent pour son nouveau poste,
une vaste branche philanthropique qui comprenait plusieurs fondations artistiques. La collection d'art de l'entreprise est hébergée aux étages 37 à 39, expliqua Laura en marchant. Le père de M. Brox a commencé à collectionner dans les années 1980, et elle s'est considérablement agrandie depuis. Vous aurez votre propre laboratoire d'authentification au 38e, et une équipe de 3 assistants de recherche. Sophie faillit trébucher. Une équipe? Bien sûr. Monsieur Brox ne l'a pas mentionné? Vous superviserez l'authentification de toutes les nouvelles acquisitions, gérerez la collection existante et conseillerez sur les pièces envisagées pour des dons ou des ventes. C'est une opération assez importante. Elles s'arrêtèrent devant une porte avec une plaque en laiton qui disait « Sophie Carter, directrice de l'authentification et de l'acquisition d'art ». Sophie la fixa un long moment, se sentant comme si elle était dans la vie de quelqu'un d'autre. Son bureau était magnifique, des baies vitrées donnant sur la rivière Hudson, des étagères intégrées déjà remplies de références en histoire de l'art, et un bureau qui valait probablement plus que l'ensemble de ses revenus de l'année précédente. Mais ce qui lui coupa le souffle, c'était le chevalet dans le coin, équipé d'un éclairage professionnel et d'un système de grossissement. M. Brox a pensé que vous apprécieriez d'avoir un espace de travail pour des examens détaillés, dit Laura, remarquant sa réaction. Il a été assez précis sur les exigences en matière d'éclairage. Sophie passa ses doigts sur les mécanismes de réglage du chevalet. C'était exactement le type d'installation dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. Ethan avait clairement fait ses recherches sur ce dont elle avait besoin pour faire son travail correctement. Il y a une dernière chose, dit Laura en vérifiant sa montre. Monsieur Brox aimerait vous voir dans son bureau à 10 heures pour votre réunion d'orientation. Cela vous donne environ 30 minutes pour vous installer. Après le départ de Laura, Sophie explora son nouveau domaine avec un étonnement croissant. Le laboratoire attenant contenait des équipements dont elle n'avait fait que rêver. Des machines d'analyse spectrale, des caméras à haute résolution, des postes de tests chimiques et des bibliothèques de référence que la plupart des musées enviraient. Tout était à la pointe de la technologie, et clairement choisi par quelqu'un qui comprenait les exigences techniques de l'authentification d'art. À 10 heures précises, elle frappa à la porte du bureau d'Ethan. « Entrez », dit sa voix de l'intérieur. Le bureau d'Ethan était impressionnant mais étonnamment personnel. Oui, il y avait le bureau massif et la table de conférence attendue, le mur de fenêtre avec une vue qui coûtait probablement plus cher au mètre carré que l'appartement entier de la plupart des gens, mais il y avait aussi des photos de famille éparpillées. Ethan avec Lily lors de ce qui semblait être une randonnée, un couple plus âgé qui était probablement ses parents lors d'un événement formel, et plusieurs photos de ce qui semblait être des événements caritatifs de l'entreprise. Ethan lui-même se tenait près des fenêtres, portant un costume anthracite qui lui allait parfaitement et lui donnait l'air d'un dirigeant d'entreprise, mais quand il se tourna pour la saluer, Sophie vit la même énergie nerveuse qu'elle avait remarquée dans son appartement. « Sophie » dit-il, son visage s'illuminant de ce qui semblait être un soulagement sincère. « Vous êtes venue. »« Eh bien, j'ai signé un contrat, » dit-elle, essayant de rester professionnelle, malgré la façon dont son pouce accéléra quand il lui sourit de cette manière. « Comment trouvez-vous votre bureau? S'il y a autre chose dont vous avez besoin pour le laboratoire, faites-le savoir à Laura. Je veux m'assurer que vous ayez tout le nécessaire pour faire votre travail correctement. » Sophie se plaça à côté de lui près des fenêtres, regardant la ville s'étendre en dessous d'eux. De cette hauteur, les gens dans les rues ressemblaient à des fourmis, et la circulation semblait presque paisible. « Ethan, puis-je vous demander quelque chose » dit-elle, toujours en regardant la vue. « Tout ce que vous voulez. Pourquoi ce poste est-il si important pour vous? Je veux dire, au-delà du simple fait d'embaucher de bonnes personnes. Vous auriez pu passer un contrat avec n'importe quelle société d'authentification de la ville. Pourquoi créer un département entier pour une seule personne? Ethan resta silencieux un moment, et quand Sophie lui jeta un coup d'œil, elle vit qu'il étudiait son profil avec une intensité qui lui fit chauffer la peau. « Savez-vous comment mon père a bâti cette entreprise » demanda-t-il finalement. Sophie secoua la tête. Il a commencé avec un seul cargo et une volonté de prendre des risques que les autres compagnies maritimes ne prenaient pas. Il transportait de l'art et des antiquités pour les musées et les collectionneurs quand tout le monde se concentrait sur le fret en vrac. Il disait que l'art était la mémoire de la civilisation, et que le protéger était plus important que les marges bénéficiaires. Ethan se dirigea vers son bureau et prit une photographie encadrée, un homme qui ressemblait à une version plus âgée d'Ethan, debout à côté d'un navire chargé d'œuvres d'art soigneusement emballées. « Il est mort quand j'avais 25 ans, continua Ethan.
Je venais de finir mon MBA et je pensais tout savoir sur la gestion d'une entreprise. Le conseil voulait que je me concentre sur les divisions rentables, le transport, l'immobilier, la technologie. Il pensait que les fondations artistiques étaient des bêtises sentimentales. Mais vous les avez gardées. Je les ai développées. Parce que mon père avait raison. L'art est la mémoire de la civilisation, et si nous ne le protégeons pas, ne l'authentifions pas correctement, ne le préservons pas pour les générations futures, alors à quoi bon tout ça? Il fit un geste autour du bureau, englobant tout l'empire de l'entreprise qui s'étendait en dessous d'eux. Sophie sentit quelque chose bouger en elle. Il ne s'agissait pas seulement de l'embaucher. Il s'agissait pour Ethan d'honorer l'héritage de son père tout en prouvant qu'il était plus qu'un simple gosse de riche impulsif. Le conseil pense toujours que je suis trop sentimental, dit Ethan avec un sourire ironique. Il préférerait que je me concentre sur les bénéfices trimestriels et les cours de l'action. Mais vendredi soir dernier, quand vous vous êtes levé dans cette salle des ventes et avez risqué votre carrière pour empêcher une fraude, vous avez prouvé que certaines choses comptent plus que l'argent. C'est exactement le genre d'intégrité dont cette entreprise a besoin. Avant que Sophie ne puisse répondre, la voix de l'assistante d'Ethan retentit via l'interphone. Monsieur Brox, la réunion du conseil commence dans 5 minutes. L'expression d'Ethan changea immédiatement, devenant plus gardée. Bien. La session d'urgence sur mon comportement de plus en plus erratique. À cause de vendredi soir. À cause de votre embauche. À cause de ce qu'ils voient comme ma tendance générale à suivre mon instinct plutôt que leur comité et leur groupe de discussion. Ethan ajusta sa cravate et prit un épais dossier sur son bureau. Il cherchait une excuse pour me démettre de mes fonctions de PDG depuis des mois. Ma déclaration d'amour public à une femme que je n'avais jamais officiellement rencontrée leur a simplement donné les munitions dont ils avaient besoin. Sophie sentit une pointe de culpabilité. Ethan, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que vous. Ne vous excusez pas, dit fermement Ethan. Je pensais chaque mot que j'ai dit vendredi soir. Peut-être pas le timing, mais le sentiment. Et vous embaucher était la décision commerciale la plus intelligente que j'ai prise depuis des mois, indépendamment de mes sentiments personnels. Il s'arrêta à la porte, se retournant vers elle avec une expression qu'elle ne put tout à fait déchiffrer. Sophie, il y a autre chose que vous devriez savoir. Le conseil va vouloir vous rencontrer. Ils vont remettre en question vos qualifications, votre expérience, et probablement vos motivations pour accepter ce poste. Certains d'entre eux pensent que je vous ai embauché à cause de vendredi soir, pas à cause de vos compétences professionnelles. Sophie sentit sa colonne vertébrale se redresser. Qu'ils me posent leurs questions. J'ai passé toute ma carrière à prouver que j'avais ma place dans des pièces pleines de gens qui pensent que je ne mérite pas d'y être. Le sourire d'Ethan fut éclatant. C'est exactement ce que j'espérais que vous diriez. Après le départ d'Ethan pour sa réunion du conseil, Sophie passa la matinée à explorer la collection d'art de l'entreprise. C'était impressionnant. 3 étages de pièces soigneusement sélectionnées, couvrant des siècles et des styles. Elle trouva des œuvres de Picasso, Rothko et O'Keeffe aux côtés de pièces moins connues qui témoignaient d'une véritable vision de commissaire d'exposition. Quelqu'un avec un excellent goût avait bâti cette collection, et il était clair que c'était plus qu'une simple déduction fiscale pour l'entreprise. Elle examinait une petite esquisse qui aurait pu être une étude jusqu'alors inconnue pour un célèbre tableau de Degas lorsque son équipe de recherche arriva. Rachel Morrison était une jeune docteure en histoire de l'art de Columbia, enthousiaste et perspicace. Nathan Chen avait une maîtrise en chimie et était spécialisé dans l'analyse de la peinture. Et Michael Fitzgerald était un ancien agent du FBI qui s'était spécialisé dans les crimes artistiques avant de passer dans le secteur privé. Mademoiselle Carter, dit timidement Rachel, nous voulions nous présenter et voir si vous aviez besoin de quoi que ce soit pour commencer. Sophie les regarda tous les 3, jeunes, professionnels, clairement compétents, et réalisa quelle était leur patronne. Elle était responsable de leur travail, de leur carrière, de leur développement professionnel. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Appelez-moi Sophie, s'il vous plaît, dit-elle. Et oui, il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire pour m'aider. Je veux faire un inventaire complet et une nouvelle authentification de toute la collection, de la recherche de provenance à l'analyse technique. Nathan haussa un sourcil. Toute la collection ? Il y a plus de 300 œuvres. Je sais que c'est un grand projet, mais si nous voulons asseoir la réputation de Brox Enterprises en tant que leader de l'authentification d'œuvres d'art, nous devons d'abord nous assurer que tout est en ordre chez nous. Sophie afficha la base de données de la collection sur sa tablette.
De plus, j'ai le sentiment que si le conseil d'administration d'Ethan cherche des raisons de remettre en question son jugement, il pourrait commencer par s'interroger sur sa nouvelle recrue. Je veux m'assurer que lorsqu'ils le feront, nous aurons des données pour étayer chaque décision que nous prendrons. Ils passèrent le reste de la matinée à élaborer une approche systématique pour le projet d'inventaire. Sophie se sentit stimulée par ce processus collaboratif. Après des années de travail en solitaire, avoir une équipe avec qui échanger des idées était un luxe auquel elle ne s'était pas attendue. À midi, Laura apparut avec le déjeuner et des nouvelles. La réunion du conseil d'administration est toujours en cours. Monsieur Brox m'a demandé de vous dire de ne pas l'attendre et qu'il vous rejoindrait plus tard cet après-midi. Sophie mangea son sandwich tout en examinant les documents de provenance d'un paysage supposément du XVIIIe siècle, mais son esprit ne cessait de dériver vers Ethan, affrontant son conseil d'administration. Elle pouvait l'imaginer dans cette salle de conférence, défendant ses décisions avec la même conviction passionnée qu'il avait montrée en parlant de l'héritage de son père. Vers 2 heures, Lily Brox apparut à la porte du bureau de Sophie, vêtue d'un jean et d'un blazer qui parvenaient à avoir l'air à la fois décontracté et professionnel. « J'espère que je ne vous dérange pas », dit Lily en jetant un coup d'œil approbateur autour du bureau. « Je voulais vous souhaiter la bienvenue dans l'entreprise familiale et voir comment se passait votre installation. »« C'est magnifique », dit Sophie honnêtement, bien que je ne sois pas encore tout à fait sûr d'avoir ma place ici. Lily rit, s'installant dans l'un des fauteuils en face du bureau de Sophie. Croyez-moi, la moitié des gens dans ce bâtiment ressentent la même chose. Les environnements d'entreprise peuvent être intimidants, surtout quand on a l'habitude de travailler de manière indépendante. Ethan a mentionné que vous êtes avocate en droit de l'environnement. Droit de l'environnement et responsabilité d'entreprise. Je travaille avec la Fondation Brox sur des initiatives de développement durable. L'expression de Lily devint plus sérieuse. Sophie, puis-je être directe avec vous à propos de quelque chose ? Sophie hocha la tête, bien qu'elle se préparât à tout ce qui pouvait arriver. Mon frère est différent depuis vendredi soir. Plus heureux, je crois, plus concentré. Pendant des mois, il a fait les choses machinalement, se présentant aux réunions, prenant des décisions, mais sans vraiment s'impliquer. Le conseil d'administration le pousse à être plus conservateur, plus traditionnel, et cela tue peu à peu son enthousiasme pour l'entreprise. Lily se pencha en avant sur sa chaise. Mais vous embauchez, créez ce poste, c'est la première fois depuis des mois que je le vois passionné par quelque chose. Et d'après ce que je peux voir, vous êtes exactement ce dont cet endroit a besoin. Quelqu'un qui se soucie plus de faire ce qui est juste que de la politique ou des marges de profit. Lily, je veux que vous sachiez que je n'ai pas accepté ce poste à cause de ce qui s'est passé vendredi soir. Je l'ai accepté parce que c'est une opportunité incroyable, et parce qu'Ethan m'a convaincu qu'il est sérieux dans sa volonté de construire quelque chose de significatif ici. Je le sais, dit Lily avec un sourire, et je pense qu'Ethan le sait aussi, même s'il est trop nerveux pour y croire complètement. Mais Sophie, le conseil d'administration ne le sait pas, et certains d'entre eux vont essayer d'utiliser votre nomination comme preuve qu'Ethan ne réfléchit pas clairement. Avant que Sophie ne puisse demander ce que cela signifiait, son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Réunion du conseil terminée. Il faut qu'on parle. Mon bureau. 15 heures, Ethan. Sophie montra le message à Lily, qui grimaça. Ça n'a pas l'air bon, dit Lily. Non, acquiesça Sophie en vérifiant sa montre. Vraiment pas, alors que Lily partait, Sophie essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit tournait en rond, envisageant toutes les possibilités. Le conseil avait-il décidé de renvoyer Ethan ? Avait-il exigé qu'il annule son offre d'emploi ? Avait-il trouvé un moyen d'utiliser l'incident de vendredi soir pour justifier une action plus drastique ? À 3 heures précises, Sophie frappa de nouveau à la porte du bureau d'Ethan. Cette fois, quand il lui dit d'entrer, sa voix semblait tendue. Ethan se tenait derrière son bureau, toujours en costume, mais la cravate desserrée et les cheveux légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les mains. Son expression était soigneusement neutre, mais Sophie pouvait voir la tension dans ses épaules. « Comment s'est passée la réunion du conseil » demanda-t-elle en s'installant dans le fauteuil en face de son bureau. Ethan resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre le soleil de l'après-midi se refléter sur les bâtiments environnants. « Ils veulent vous rencontrer, dit-il enfin. Demain matin, 9 heures. Une présentation devant l'ensemble du conseil sur vos qualifications, votre vision pour le département d'authentification d'œuvres d'art, et vos plans d'intégration avec les objectifs stratégiques plus larges de l'entreprise.
Sophie sentit son estomac se nouer. On dirait qu'il cherche des raisons pour saper votre décision de m'embaucher. Oui, c'est exactement ça. Ethan la regarda enfin, et Sophie vit de la frustration et quelque chose qui aurait pu être de la peur dans son expression. Sophie, je veux que vous sachiez que cela ne concerne pas vos qualifications. Vous êtes surqualifiée pour ce poste, et n'importe qui avec un peu de jugeote peut le voir. Il s'agit de la perception du conseil que je prends des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur la logique. Parce que vous avez embauché la femme à qui vous avez déclaré votre amour. Parce que j'ai embauché la femme à qui j'ai déclaré mon amour sans les consulter au préalable. Oui. Ethan s'assit lourdement dans son fauteuil. La vérité, c'est qu'il cherche une excuse pour remettre en question mon leadership depuis des mois. Mon père dirigeait cette entreprise à l'instinct et à l'intuition, mais le conseil veut des données et l'approbation d'un comité pour chaque décision. Il pense que je lui ressemble trop. Sophie étudia son visage, voyant le poids des attentes et de l'héritage peser sur lui. Ethan, voulez-vous que je démissionne si ma présence ici vous complique les choses? Non, dit immédiatement Ethan en se penchant en avant sur sa chaise. Sophie, non, ne pensez même pas à ça. Ce que je veux, c'est que vous entriez dans cette salle du conseil demain matin et que vous leur montriez exactement pourquoi je vous ai embauché. Montrez-leur que vous n'êtes pas seulement qualifié, vous êtes essentiel. Montrez-leur que l'authentification d'œuvres d'art ne consiste pas seulement à prévenir la fraude, mais à préserver le patrimoine culturel et à bâtir la réputation de l'entreprise en tant que leader des pratiques commerciales éthiques. Sophie sentit un frisson de nervosité mêlé de détermination. Et si je n'arrive pas à les convaincre? Le sourire d'Ethan était à la fois désolé et déterminé. Alors, nous chercherons tous les deux un nouvel emploi d'ici vendredi. Dehors, par les fenêtres du bureau d'Ethan, le soleil commençait à se coucher sur Manhattan, peignant le ciel de nuances d'or et d'ambre. Quelque part dans la ville en contrebas, les gens rentraient du travail, s'inquiétant de choses normales comme les plans pour le dîner et les activités du week-end. Mais dans la tour de 40 étages de Brooks Enterprises, Sophie Carter se préparait pour la présentation la plus importante de sa carrière, une présentation qui pourrait déterminer non seulement son avenir, mais aussi celui de l'homme qui avait tout risqué pour lui donner une chance. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, Ethan l'appela. Sophie. Pour ce que ça vaut, je ne regrette rien de ce qui s'est passé vendredi soir. Ni la vente aux enchères, ni le fait de vous avoir embauché, ni même le moment où je me suis complètement ridiculisé devant la moitié de Manhattan. Sophie s'arrêta à la porte de son bureau, le regardant assis derrière son immense bureau, entouré des attributs du pouvoir de l'entreprise, mais ayant l'air plus jeune et plus vulnérable que n'importe quel PDG milliardaire n'avait le droit de l'être. Ethan, pour ce que ça vaut, je ne le regrette pas non plus. Le sourire qu'il lui offrit valait toutes les réunions du conseil au monde. Mardi matin, salle de conférence de la direction de Brooks Enterprises. Sophie se tenait devant la salle du conseil à 8h45, tenant ses documents de présentation et essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. À travers les portes en verre dépoli, elle pouvait voir des ombres se déplacer autour de l'immense table de conférence. 12 membres du conseil qui tenaient l'avenir professionnel d'Ethan entre leurs mains, et maintenant le sien aussi. Elle avait passé la majeure partie de la soirée précédente à se préparer avec l'aide d'une source inattendue. Lily était arrivée à son appartement vers 19h, avec de la nourriture chinoise à emporter et une connaissance approfondie de la personnalité, du parcours et des préoccupations potentielles de chaque membre du conseil. Hélène Ramsey est la plus coriace, avait prévenu Lily alors qu'elles étalaient les notes de présentation sur la petite table de cuisine de Sophie. Elle fait partie du conseil depuis la mort de papa, et elle pense qu'Ethan est trop jeune et trop émotif pour diriger l'entreprise. C'est elle qui posera les questions les plus difficiles, mais si vous la convainquez, les autres suivront. Et William Liu? Avait demandé Sophie en parcourant ses notes sur la composition du conseil. Oncle William, pas vraiment de la famille, mais le plus vieil ami de papa. Il a fondé Liu Williams Financial Group et a pratiquement tout appris à Ethan sur la stratégie d'entreprise. Il est juste, mais pragmatique. Montrez-lui des chiffres solides et des projections claires de RSI, et il vous soutiendra. Maintenant, debout devant la salle du conseil dans son meilleur tailleur noir emprunté à Lily, qui faisait apparemment la même taille et avait bien meilleur goût en matière de tenue professionnelle, Sophie passa en revue sa stratégie une dernière fois. Elle avait structuré sa présentation autour de 3 points clés, la valeur financière d'une authentification d'œuvres d'art appropriées, l'opportunité pour Brooks Enterprises de devenir un leader de l'industrie en matière de pratiques de collection éthique,
et les avantages à long terme en termes de réputation d'avoir une expertise de classe mondiale en interne. Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent, et Laura Winters apparut. « Ils sont prêts pour vous, Madame Carter », dit-elle avec un sourire encourageant. « N'oubliez pas, vous avez votre place ici. » Sophie entra dans la pièce et comprit immédiatement pourquoi les dirigeants d'entreprise trouvaient les réunions du conseil intimidantes. La salle de conférence était conçue pour impressionner et intimider à parts égales. Des baies vitrées donnant sur Manhattan, une table en acajou poli qui pourrait probablement accueillir 20 personnes, et des fauteuils en cuir qui semblaient coûter plus cher que la plupart des voitures. 12 paires d'yeux se tournèrent vers elle à son entrée, représentant des décennies d'expérience commerciale et des milliards de dollars de richesse collective. À la tête de la table se tenait Hélène Ramsay, une femme aux cheveux d'argent d'une soixantaine d'années qui dégageait le genre d'autorité née de 40 ans de bataille en salle de conseil. À sa droite se trouvait William Liu, distingué et alerte, étudiant Sophie avec une curiosité évidente. Les autres membres du conseil représentaient un mélange d'âge, de parcours et de spécialités finance, immobilier, transport maritime, technologie, mais ils partageaient tous la même expression de scepticisme poli. Ethan était assis à l'autre bout de la table, en face d'Hélène, et lorsque Sophie croisa son regard, il lui fit un très léger signe d'encouragement. Lily était assise le long du mur sur l'une des chaises d'observateur, officiellement en tant que représentante de la fondation, mais clairement pour apporter un soutien moral. « Mademoiselle Carter », dit Hélène, sa voix portant l'autorité nette de quelqu'un habitué à être obéi. « Veuillez vous asseoir. Nous vous remercions de prendre le temps de nous rencontrer ce matin. » Sophie s'installa dans le fauteuil au centre de la table, directement en face d'Ethan. Elle posa ses documents de présentation devant elle et regarda autour de la pièce, établissant un contact visuel avec chaque membre du conseil. « Merci de me recevoir, » dit-elle, heureuse que sa voix paraisse plus stable qu'elle ne le sentait. « Je suis ravie de partager ma vision pour le programme d'authentification d'œuvres d'art de Brooks Enterprises, et comment il peut contribuer aux objectifs stratégiques plus larges de l'entreprise. » Avant de commencer, interrompit un homme mince à lunettes cerclées de métal que Sophie reconnut comme étant Charles Whitmore, le directeur financier de l'entreprise. « Je pense que nous devrions crever l'abcès. Mademoiselle Carter, êtes-vous consciente que votre nomination a suscité une attention médiatique considérable, dont une grande partie s'est concentrée sur les circonstances inhabituelles de votre rencontre avec Monsieur Brooks ?» Sophie s'était attendue à cette question, mais elle la ressentit tout de même comme un coup de poing dans le ventre. Autour de la table, elle pouvait voir diverses expressions, certaines sympathiques, d'autres calculatrices, et quelques-unes qui semblaient ouvertement hostiles. « Je suis consciente de la couverture médiatique, » dit Sophie avec précaution. « Je suis également consciente que certaines personnes pourraient se demander si mes qualifications professionnelles ont été le principal facteur de mon embauche. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous conviendrez que mes compétences parlent d'elles-mêmes. » Hélène se pencha légèrement en avant. « Mademoiselle Carter, vous avez un parcours académique impressionnant et d'excellentes références de plusieurs institutions prestigieuses. Cependant, vous n'avez jamais dirigé de département d'entreprise auparavant, jamais géré d'équipe, et jamais travaillé au sein de la structure d'une grande organisation. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez assumer les responsabilités de ce poste ? » Sophie avait également anticipé cette question, et elle y répondit avec confiance. « Vous avez tout à fait raison de dire que je n'ai pas travaillé dans un environnement d'entreprise auparavant, mais j'ai géré des projets complexes impliquant de multiples parties prenantes, des délais serrés et des actifs de grande valeur. Lorsque j'ai authentifié la collection Langlais pour le Metropolitan Museum l'année dernière, j'ai coordonné avec des conservateurs, des compagnies d'assurance, des équipes juridiques et des spécialistes du transport international pour vérifier et cataloguer plus de 200 œuvres d'une valeur combinée de 50 millions de dollars. Le projet a été réalisé en respectant le budget et en avance sur le calendrier. » Elle ouvrit son portfolio et en sortit un rapport relié. « J'ai préparé une analyse détaillée de la manière dont ces mêmes compétences en gestion de projet se traduiront pour les besoins de Brooks Enterprises. Plus important encore, j'ai identifié plusieurs domaines où notre programme d'authentification peut générer des revenus directs et des économies de coûts pour l'entreprise. » William Liu parut intrigué. « Génération de revenus ? Comment cela ? » Sophie se leva et se dirigea vers l'écran de présentation de la salle, connectant son ordinateur portable avec une efficacité professionnelle. Sa première diapositive apparut, une mise en page sobre et professionnelle avec le logo de Brooks Enterprises et le titre « L'authentification d'œuvres d'art comme avantage commercial stratégique ». Brooks Enterprises maintient actuellement une assurance sur sa collection d'art d'entreprise évaluée à environ 80 millions de dollars,
commença Sophie en passant à la diapositive suivante, qui montrait une ventilation de la valeur estimée de la collection. Cependant, mon examen préliminaire suggère que plusieurs œuvres pourraient être considérablement sous-évaluées, tandis que d'autres pourraient être surassurées sur la base d'attributions douteuses. Elle cliqua à nouveau et une analyse détaillée apparut. Par exemple, il y a un petit paysage dans la salle de conférence du 37e étage qui est actuellement assuré comme une œuvre mineure du 19e siècle d'une valeur d'environ 50 000 $. D'après l'analyse de la touche et la recherche de provenance, je pense qu'il s'agit en fait d'une étude précoce de Winslow Homer, ce qui la rendrait d'une valeur plus proche de 2 millions de $. Les sourcils d'Hélène se haussèrent. Vous suggérez que nous avons un tableau à 2 millions de $ dont nous ignorions l'existence? Je suggère que nous avons plusieurs œuvres qui n'ont pas été correctement évaluées depuis des années, corrigea Sophie. À l'inverse, il y a une supposée étude de Nymphéa de Renoir dans la salle à manger de la direction que je soupçonne d'être en fait une très bonne copie d'époque. Si j'ai raison, nous payons des primes d'assurance pour un tableau de 15 millions de $ qui en vaut en réalité environ 50 000. Elle passa à la diapositive suivante, montrant les économies de coûts et les opportunités de revenus projetés. Une authentification et une réévaluation appropriée de l'ensemble de la collection pourraient faire économiser à l'entreprise environ 300 000 $ par an en coûts d'assurance, tout en identifiant potentiellement des actifs d'une valeur bien supérieure à celle actuellement estimée. Charles Whitmore prenait maintenant des notes, son scepticisme initial remplacé par un intérêt évident. Et les services d'authentification pour les clients? Cela pourrait-il devenir un centre de profit? Sophie sourit. C'était exactement la direction qu'elle espérait que la conversation prendrait. Brooks Enterprises jouit déjà d'une excellente réputation dans le monde de l'art grâce à ses services de transport et de logistique. L'ajout d'une expertise en authentification crée des opportunités de consultation payantes, qui représentent généralement entre 5 et 15% de la valeur d'une œuvre. Si nous authentifions seulement 10 œuvres majeures par an pour des clients externes, nous pourrions générer entre 500 000 et 2 millions de $ de revenus supplémentaires. Elle passa à sa diapositive suivante, qui montrait des études de cas d'autres entreprises ayant développé des capacités internes similaires. Plus important encore, cela positionne Brooks Enterprises comme un leader dans le commerce éthique de l'art. Avec une surveillance croissante de la provenance et de l'authenticité dans le monde de l'art, les entreprises qui peuvent garantir une authentification appropriée ont un avantage concurrentiel significatif. Parlez-nous de votre équipe, dit une femme que Sophie reconnut comme étant le Dr Catherine Barnes, qui siégeait au conseil d'administration de plusieurs grandes organisations à but non lucratif. Comment comptez-vous créer et gérer un département capable de gérer un travail de cette envergure? Sophie passa à une diapositive montrant son organigramme. J'ai déjà commencé à travailler avec 3 spécialistes de la recherche. Rachel Morrison, qui apporte une expertise académique en histoire de l'art, Nathan Chen, qui s'occupe de l'analyse technique et de la chimie des peintures, et Michael Fitzgerald, qui est spécialisé dans la recherche de provenance et possède une vaste expérience des enquêtes sur les crimes liés à l'art. Elle marqua une pause, établissant un contact visuel avec plusieurs membres du conseil. Mais au-delà de l'expertise individuelle, nous mettons en place une approche collaborative qui s'appuie sur les forces existantes de Brooks Enterprises. Notre travail d'authentification s'intégrera avec votre équipe logistique pour le transport sécurisé, votre service juridique pour la vérification de la provenance, et votre division technologique pour l'archivage et l'analyse numérique. Hélène se renversa dans son fauteuil, étudiant Sophie avec ce qui aurait pu être de l'approbation. Vous avez clairement fait vos devoirs, Madame Carter, mais laissez-moi vous poser une question plus personnelle. C'est une entreprise familiale construite sur les relations et la confiance. Ethan a pris un risque considérable en créant ce poste et en vous embauchant. Si cela ne fonctionne pas, si l'attention des médias devient problématique, si les clients remettent en question votre nomination, si le conseil décide que c'était une erreur, comment savons-nous que vous ne partirez pas simplement quand les choses deviendront difficiles? La pièce devint silencieuse. Sophie pouvait sentir tous les regards sur elle, y compris celui d'Ethan. C'était le véritable test, pas ses qualifications techniques ou son plan d'affaires, mais si elle était déterminée à mener cela à bien, quels que soient les défis. Sophie pensa à son minuscule studio, à ses prêts étudiants, à ses années de lutte pour se forger une crédibilité dans un domaine dominé par de riches collectionneurs et des gardiens institutionnels. Elle pensa à la vision du père d'Ethan de l'art comme la mémoire de la civilisation et à l'opportunité de construire quelque chose de significatif plutôt que simplement rentable. Madame Ramsay, dit-elle enfin, j'ai grandi à Sacramento où mon père enseignait l'histoire au lycée et ma mère travaillait comme bibliothécaire.
J'ai payé mes études universitaires et supérieures et j'ai passé les 8 dernières années à construire ma réputation, une authentification à la fois, travaillant souvent pour des clients qui payaient en retard et me traitaient comme si j'étais jetable. Elle fit un geste vers la salle du conseil. Cette opportunité de travailler avec des ressources de classe mondiale, de créer une équipe, de contribuer à quelque chose de plus grand que de simples projets individuels. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé tout au long de ma carrière. Vous me demandez si je partirai quand les choses deviendront difficiles? Je peux vous promettre que cela n'arrivera pas. Je n'ai pas de fonds en fiducie sur lequel me reposer ni de relations familiales pour m'ouvrir des portes. Ce travail n'est pas seulement une opportunité pour moi. C'est l'aboutissement de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je n'irai nulle part. Le silence qui suivit fut profond. Sophie pouvait entendre le subtil bourdonnement du système de ventilation du bâtiment et le son lointain de la circulation 40 étages plus bas. William Liu fut le premier à parler. Ethan, vous avez mentionné que Madame Carter vous a empêché de commettre une erreur importante lors de la vente aux enchères de Sotheby's. Pouvez-vous nous en dire plus? Ethan se redressa sur sa chaise et Sophie le vit passer en mode professionnel. Le tableau sur lequel Jean chérissait, Rêve de jardin, supposément de Julian Moreau, était vendu avec une lettre d'authenticité d'un marchand respecté. La maison de vente aux enchères avait approuvé sa mise en vente. Tous les experts qui l'avaient examiné avaient validé sa provenance. Sophie l'a identifié comme un faux quelques minutes après l'avoir vu mis en vente. « Comment » demanda le docteur Barnes. Sophie répondit avant qu'Ethan ne le puisse. La touche était incompatible avec la technique documentée de Moreau à cette période. La composition de la peinture comprenait des pigments synthétiques qui n'étaient pas disponibles avant les années 1940 et les motifs de vieillissement étaient induits artificiellement plutôt qu'une détérioration naturelle. Plus important encore, ajouta Ethan, Sophie était prête à risquer sa réputation professionnelle pour empêcher une fraude, même si elle n'avait aucune obligation personnelle de le faire. Ce genre d'intégrité est exactement ce dont Brooks Enterprises a besoin à ce poste. Hélène tapota son stylo contre son bloc-notes. Madame Carter, si nous approuvons cette nomination, quel serait, selon vous, votre principal objectif pour la première année? 3 choses, dit Sophie sans hésitation. Premièrement, réaliser une authentification et une réévaluation complète de la collection d'entreprises existantes, ce qui nous donnera une base solide et générera probablement des économies de coûts immédiates. Deuxièmement, établir Brooks Enterprises comme un nom de confiance dans les services d'authentification, ce qui signifie nouer des relations avec des musées, des galeries et des collectionneurs privés. Troisièmement, créer des systèmes et des protocoles qui garantissent que chaque œuvre d'art associée à cette entreprise, que ce soit dans notre collection, transportée pour des clients ou donnée par le biais des fondations, répond aux normes les plus élevées d'authenticité et de provenance éthique. Et si vous découvrez que certaines de nos possessions actuelles sont problématiques? Demanda Charles Whitmore. Des faux, des pièces à la provenance douteuse, des œuvres qui auraient pu être pillées ou volées? Sophie croisa son regard directement. Alors nous gérons la situation de manière transparente et éthique. Nous travaillons avec les autorités compétentes pour restituer les œuvres volées à leurs propriétaires légitimes. Nous retirons les faux de la collection et nous utilisons chaque cas comme une opportunité de démontrer l'engagement de Brooks Enterprises à faire ce qui est juste, même lorsque c'est coûteux. Lily prit la parole depuis sa chaise d'observateur. Sophie, pouvez-vous nous parler de la manière dont cela s'inscrit dans la mission et les valeurs de la Fondation Brooks? Sophie hocha la tête, reconnaissante de l'occasion d'aborder le travail philanthropique de l'entreprise. L'authentification d'œuvres d'art soutient directement l'objectif de la Fondation de préserver le patrimoine culturel pour les générations futures. Lorsque nous nous assurons que les œuvres données sont authentiques, nous protégeons la réputation des institutions bénéficiaires. Lorsque nous identifions et restituons des artefacts volés, nous aidons à guérir les blessures historiques. Lorsque nous éduquons les gens sur l'authentification appropriée, nous aidons à prévenir de futures fraudes. Elle passa à sa dernière diapositive, qui montrait un calendrier pour la mise en œuvre de ces programmes proposés. Plus précisément, j'aimerais proposer que Brooks Enterprises établisse une bourse annuelle d'authentification, un programme qui amènerait des universitaires et des conservateurs émergents à travailler avec notre équipe, leur offrant une expérience pratique tout en nouant des relations avec la prochaine génération de professionnels du monde de l'art. Hélène regarda ses collègues du conseil autour de la table, puis de nouveau Sophie. Madame Carter, merci pour cette présentation très complète. Nous aimerions discuter de vos propositions en privé, et nous aurons une réponse pour vous d'ici la fin de la journée. Sophie rassembla ses documents,
serra la main de chaque membre du conseil et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle l'atteignait, Hélène l'appela. Madame Carter, officieusement, c'était impressionnant. Quelle que soit notre décision aujourd'hui, sachez que vous avez répondu à toutes les questions que j'avais sur vos qualifications. Dans le couloir devant la salle du conseil, Sophie sentit ses genoux flageoler de soulagement. Lily apparut à ses côtés, un large sourire aux lèvres. C'était incroyable, dit Lily en passant son bras sous celui de Sophie. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer Hélène Ramsey aussi efficacement. Elle a même souri quand tu as parlé de restituer des artefacts volés. Tu penses que ça s'est bien passé, demanda Sophie, sentant encore l'adrénaline de la présentation. Je pense que tu viens de faire la meilleure présentation au conseil de l'histoire de Brooks Enterprises, dit Lily. Viens, allons prendre un café pendant qu'ils délibèrent. Ethan nous rejoindra quand ils auront fini. Elles passèrent les 2 heures suivantes à la cafétéria de l'entreprise, Lily partageant des histoires sur son enfance dans la famille Brooks et Sophie commençant progressivement à croire qu'elle pourrait vraiment avoir sa place dans ce monde. Vers midi, Ethan apparut, son expression indéchiffrable. Alors, demanda Sophie, le cœur battant. Le visage d'Ethan s'illumina d'un grand sourire. Approbation unanime. Hélène a dit que c'était la présentation la plus impressionnante qu'elle ait vue en 20 ans de réunion du conseil. William veut discuter de la mise en place d'un accord de consultation pour sa propre collection d'art, et Charles travaille déjà sur les projections budgétaires pour le programme de bourse d'authentification. Sophie sentit des larmes de soulagement lui piquer les yeux. Vraiment? Vraiment. Bienvenue chez Brooks Enterprises, directrice Carter. Pour de vrai cette fois. Lily applaudit et les serra tous les deux dans ses bras. D'autres employés dans la cafétéria les regardèrent avec curiosité, mais Sophie s'en fichait. Elle l'avait fait. Elle avait fait ses preuves devant le conseil d'administration et gagné sa place dans le monde d'Ethan par ses propres mérites. Mais alors que la main d'Ethan s'attardait sur son épaule pendant l'étreinte de célébration de Lily, Sophie réalisa que la partie la plus difficile était peut-être encore à venir, car maintenant que les questions professionnelles étaient réglées, elle devait trouver quoi faire des questions personnelles, à commencer par le fait qu'elle était définitivement, complètement, et probablement désespérément en train de tomber amoureuse de son patron. Plus tard cet après-midi-là, Sophie était dans son bureau en train de passer en revue les protocoles d'authentification quand Ethan frappa à sa porte. « Vous avez une minute ?» demanda-t-il. « Toujours » dit Sophie en lui faisant signe de s'asseoir. Au lieu de cela, Ethan se dirigea vers ses fenêtres, regardant l'horizon de Manhattan avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Sophie, je dois vous dire quelque chose, dit-il enfin. Ce matin, avant la réunion du conseil, Hélène Ramsey m'a coincé dans mon bureau. » Sophie sentit son estomac se nouer. « Qu'a-t-elle dit ? » ?»« Elle m'a demandé si j'étais amoureux de vous. » Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux, comme un défi. La bouche de Sophie s'assécha. « Que lui avez-vous répondu ?» réussit-elle à demander. Ethan se tourna pour lui faire face, et Sophie vit quelque chose de brut et de vulnérable dans son expression. « Je lui ai dit la vérité, dit-il doucement. Que je tombe amoureux de vous depuis la première fois que je vous ai vu travailler. Que vendredi soir à la vente aux enchères n'était pas une impulsion momentanée. C'était des mois d'admiration qui ont finalement débordé, et que peu importe ce que je ressens pour vous personnellement, vous embaucher était la décision commerciale la plus intelligente que j'ai jamais prise. » Sophie le regarda, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Ethan, je sais, dit-il rapidement. Je sais que cela complique tout. Je sais que nous travaillons ensemble maintenant, et qu'il y a des limites professionnelles à prendre en compte. Je sais que ma déclaration d'amour à la vente aux enchères était probablement la chose la plus inappropriée qui soit jamais arrivée dans l'histoire de Sotheby's. Mais Sophie, je sais aussi que je ne veux pas faire semblant de ne pas ressentir cela pour vous. » Sophie se leva lentement, contournant son bureau jusqu'à se tenir directement en face de lui. « Qu'est-ce que vous me demandez, exactement ?» dit-elle. Le sourire d'Ethan était nerveux mais déterminé. « Je vous demande si vous aimeriez dîner avec moi ce soir. Pas en tant que votre patron, pas en tant que PDG de Brooks Enterprises, mais en tant qu'Ethan, le gars qui a été trop nerveux pour se présenter à vous pendant 6 mois jusqu'à ce qu'il perde complètement la tête lors d'une vente aux enchères d'art. » Sophie plongea son regard dans ses yeux gris acier et y vit de la sincérité, de la vulnérabilité, et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Elle pensa à toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée, les complications professionnelles, l'attention des médias, les vastes différences dans leur parcours et leur compte en banque.
puis elle pensa à la façon dont il avait respecté son autonomie en lui offrant le poste, à la prévenance dont il avait fait preuve en aménageant son bureau et son laboratoire, et à la passion authentique dans sa voix lorsqu'il parlait de préserver l'héritage de son père. « D'accord, dit-elle. Mais j'ai une condition. N'importe laquelle. Plus de déclaration d'amour public avant au moins le 3e rendez-vous. Je ne pense pas que mon cœur puisse supporter d'autres titres en première page. » Le rire d'Ethan était joyeux et soulagé. Marché conclu. Bien que je ne puisse pas promettre que je ne serai pas tenté. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Ethan s'arrêta et la regarda. Sophie, merci de m'avoir sauvé de ce faux tableau, d'avoir accepté ce travail, de m'avoir donné une chance. Pour tout. Après son départ, Sophie s'assit dans son magnifique bureau, regardant la vue de Manhattan qui faisait maintenant partie de sa vie quotidienne, et s'émerveilla de la façon dont son monde avait complètement changé en l'espace de 5 jours. Vendredi soir, elle était une pigiste en difficulté, mangeant des restes de nourriture thaïlandaise dans un studio. Maintenant, elle était la directrice de l'authentification d'œuvres d'art pour une entreprise d'1 milliard de dollars, avec une équipe, un laboratoire, et apparemment un rendez-vous avec l'un des célibataires les plus convoités de New York. Plus important encore, elle s'était prouvée à elle-même et à une salle remplie de sceptiques qu'elle avait sa place ici non pas par chance ou par charité, mais grâce à son propre talent et à sa détermination. Son téléphone vibra avec un SMS de sa mère. « J'ai vu les nouvelles sur ta présentation au conseil en ligne. Papa et moi sommes si fiers de toi. Au fait, vas-tu ramener ce jeune homme Brox à la maison pour Thanksgiving ?» Sophie éclata de rire. Certaines choses ne changeaient jamais, peu importe à quel point votre vie se transformait du jour au lendemain. Mais en regardant autour de son bureau, l'équipement d'authentification qui l'aiderait à préserver la mémoire de la civilisation, les membres de l'équipe qui respectaient son expertise, la fenêtre qui lui montrait un avenir plein de possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer, Sophie réalisa que le changement n'était pas quelque chose à craindre. Parfois, si on avait beaucoup de chance, le changement était exactement ce dont on avait besoin. 3 mois plus tard, divers endroits à Manhattan. Sophie Carter s'était habituée à beaucoup de choses au cours des 3 mois qui avaient suivi son entrée chez Brox Enterprises. Elle s'était accoutumée à sa routine matinale consistant à prendre l'ascenseur jusqu'au 40e étage en sirotant un café qui ne venait pas de l'épicerie du coin. Elle s'était adaptée au fait d'avoir une équipe de chercheurs qui écoutaient réellement ses idées et les mettait en œuvre avec enthousiasme. Elle avait même appris à influencer les décisions budgétaires et compris que les invitations à déjeuner étaient souvent une stratégie politique déguisée en amitié. Ce à quoi elle ne s'était pas habituée, c'était d'être amoureuse d'Ethan Brox. Non pas qu'elle l'ait admis à voix haute ni à Lily, qui posait des questions indiscrètes lors de leurs cafés hebdomadaires, ni à ses parents, qui appelaient chaque dimanche pour avoir des nouvelles de son jeune homme, et certainement pas à Ethan lui-même. Qui avait été le parfait gentleman pendant 3 mois de rendez-vous soigneusement planifiés qui parvenait à éviter les paparazzis tout en étant incroyablement romantique. Leur premier rendez-vous officiel avait été un dîner dans un petit restaurant italien du village qu'Ethan avait entièrement privatisé juste pour qu'ils puissent manger des linguines et parler d'histoire de l'art sans que des photographes ne se cachent derrière les plantes en pot. Leur deuxième rendez-vous avait été une visite privée de la Frick Collection après la fermeture, où Ethan s'était arrangé pour qu'ils puissent examiner les dossiers d'authentification de plusieurs œuvres célèbres tout en partageant une bouteille de vin qui coûtait probablement plus que l'ancien loyer mensuel de Sophie. À leur 7e rendez-vous, un tour en hélicoptère au-dessus de Manhattan qui s'était terminé par un pique-nique à Central Park, Sophie avait réalisé qu'elle était dans de beaux draps. Ethan Brox n'était pas seulement beau, riche et charmant. Il était sincèrement gentil, intellectuellement curieux et passionné par les choses qui comptaient. Il se souvenait de sa commande de café préférée, posait des questions réfléchies sur son travail et parvenait d'une manière ou d'une autre à lui donner l'impression d'être la personne la plus intéressante dans n'importe quelle pièce où il se trouvait. Le problème était que leur relation existait dans une bulle soigneusement construite. Au travail, il maintenait des limites professionnelles strictes. Ethan était Monsieur Brox, elle était la directrice Carter, et leurs interactions se limitaient aux rapports d'authentification, aux réunions budgétaires et à l'occasionnelle séance de planification stratégique. En dehors du travail, ils allaient dans des endroits où l'intimité était garantie et l'attention des médias minimale. Ils avaient réussi à garder leur relation hors des tabloïds pendant 3 mois, mais Sophie commençait à avoir l'impression de vivre un conte de fées qui ne pourrait pas durer éternellement. La bulle éclata un mardi matin de décembre quand Hélène Ramsey frappa à la porte du bureau de Sophie avec une expression qui ne laissait place à aucun doute. « Sophie » dit Hélène en s'installant dans le fauteuil en face du bureau de Sophie avec l'autorité de quelqu'un qui prenait des décisions de direction avant même que Sophie ne soit née, «
il faut qu'on parle. Sophie enregistra le rapport d'authentification sur lequel elle travaillait et accorda toute son attention à Hélène. Au cours des 3 mois qui avaient suivi la présentation au conseil, elle et Hélène avaient développé un respect mutuel basé sur un perfectionnisme partagé et une appréciation pour la communication directe. Hélène était devenue une sorte de mentor, offrant des conseils sur la politique d'entreprise et partageant des histoires sur les débuts de Brooks Enterprises. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» demanda Sophie. « Le gala annuel de Brooks Enterprises », dit Hélène en sortant sa tablette et en faisant défiler ce qui ressemblait à des plans de table et des listes d'invités. « C'est dans 3 semaines, et ce sera le plus grand événement d'entreprise de l'année. 500 invités, y compris tous les grands collectionneurs de la côte est, des représentants d'une douzaine de musées, et une couverture médiatique suffisante pour faire passer le mégala pour un dîner privé. » Sophie avait entendu parler du gala. C'était l'événement philanthropique phare de Brooks Enterprises, collectant des fonds pour l'éducation artistique et les programmes de préservation culturelle. Cette année, il se tenait au Metropolitan Museum of Art, la collection d'art de l'entreprise servant de toile de fond à ce qui était essentiellement une célébration de tout ce que le père d'Ethan avait construit. « Ça a l'air incroyable », dit Sophie. L'équipe a travaillé sur des présentations d'authentification spéciales pour certaines des œuvres phares. « Oui, j'ai vu les plans préliminaires, et ils sont excellents. » Hélène se pencha légèrement en avant. « Sophie, je vais vous poser une question, et je veux que vous y répondiez honnêtement. Prévoyez-vous d'assister au gala avec Ethan ?» Sophie sentit une chaleur lui monter au cou. Elle et Ethan avaient discuté du gala, mais ils n'avaient pris aucune décision officielle quant à y assister ensemble. L'événement marquerait leur première apparition publique en tant que couple, ce qui donnait l'impression de franchir une ligne de non-retour. « Nous n'avons pas encore décidé », dit Sophie avec précaution. Hélène hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Laissez-moi être direct avec vous. Pendant 3 mois, vous et Ethan avez réussi à garder votre relation privée, ce qui a été bénéfique pour toutes les personnes impliquées. Mais le gala est différent. C'est l'événement le plus médiatisé que Brooks Enterprises organise, et toutes les grandes publications économiques le couvriront. Si vous y assistez ensemble, votre relation devient de notoriété publique. Si vous n'y assistez pas ensemble, les gens spéculeront sur la raison pour laquelle la nouvelle directrice de l'authentification d'œuvres d'art de l'entreprise n'accompagne pas le PDG à un événement axé sur l'art. Sophie vit immédiatement le problème. Donc, dans un cas comme dans l'autre, notre relation devient une histoire. Exactement. Ce qui m'amène à ma véritable préoccupation. L'expression d'Hélène s'adoucit légèrement. Sophie, vous avez dépassé toutes les attentes que nous avions quand Ethan vous a embauché. Le programme d'authentification génère des revenus en avance sur les prévisions. Vous avez identifié plus de 2 millions de dollars de réévaluation de la collection, et le programme de bourse a reçu des candidatures d'étudiants de tous les grands programmes d'histoire de l'art du pays. Vous avez prouvé que la confiance d'Ethan en vous était entièrement justifiée. Je sens un mail arriver, dit Sophie. Mais, continua Hélène, si votre relation avec Ethan devient publique, certaines personnes se demanderont si votre succès professionnel est lié à votre relation personnelle. Ce n'est pas juste, ce n'est pas exact, mais c'est inévitable. Et une fois que ce récit s'installe, il peut être très difficile de le changer. Sophie regarda par la fenêtre de son bureau l'horizon de Manhattan, où la première neige de l'hiver commençait à tomber. Elle avait travaillé si dur pour se forger une crédibilité dans le monde de l'art, et les 3 derniers mois avaient été comme la validation de tout ce qu'elle avait sacrifié pour en arriver là. L'idée que les gens puissent attribuer son succès au fait qu'elle couchait avec le patron lui retournait l'estomac. « Que suggérez-vous » demanda Sophie. « Je ne suggère rien, dit fermement Hélène. Je vous donne des informations pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Quelle que soit votre décision, avouée à Ethan, concernant le gala et votre relation en général, cela doit être votre choix. Mais je voulais que vous compreniez les conséquences potentielles. » Après le départ d'Hélène, Sophie essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cessait de dériver vers la conversation. Elle était encore distraite quand Ethan apparut à sa porte à midi, tenant 2 tasses de café et arborant le sourire qui ne manquait jamais de faire battre son cœur. « Déjeuner » demanda-t-il en s'installant dans le fauteuil qu'Hélène venait de quitter. « J'ai apporté ton préféré. » Sophie accepta le café avec gratitude, inhalant l'arôme familier du mélange maison de Joe Coffee. « Ethan, nous devons parler du gala. » L'expression d'Ethan devint immédiatement plus sérieuse. « Je me doutais que cette conversation allait arriver. » « Hélène t'a coincé »
n'est-ce pas? Elle n'a pas tort sur les implications, dit Sophie. Si nous y allons ensemble, nous rendons notre relation publique, et une fois que cela arrivera, les gens supposeront que je t'ai embauché parce que nous couchons ensemble, pas parce que tu es l'experte en authentification la plus qualifiée de la ville, termina Ethan. Sophie, j'y ai pensé aussi, et j'ai une idée. Il sortit son téléphone et lui montra ce qui semblait être une ébauche de communiqué de presse. Et si nous contrôlions le récit? Et si nous annoncions notre relation selon nos propres termes avant le gala et la présentions de manière à mettre en valeur tes réalisations professionnelles? Sophie lut l'ébauche, qui positionnait leur relation comme un partenariat entre égaux partageant une passion pour l'art et la préservation culturelle. Elle mettait en avant ses qualifications, ses réussites depuis son arrivée chez Brooks Enterprises, et ses projets à venir. C'était de bon goût, professionnel et totalement honnête. Ça pourrait marcher, dit Sophie lentement. Mais Ethan, es-tu sûr de vouloir gérer l'attention des médias, les spéculations sur notre relation, les commentaires sur ta vie personnelle? Ethan tendit la main par-dessus son bureau et prit la sienne. Sophie, j'y pense depuis 3 mois. Je suis fatigué de cacher ce que je ressens pour toi. Je suis fatigué de prétendre que nous ne sommes que des collègues alors que tu es la meilleure partie de ma journée. Je suis fatigué de nous voir nous faufiler comme si nous faisions quelque chose de mal alors que ce que nous avons est la chose la plus juste de ma vie. Sophie sentit son cœur s'emballer devant la sincérité de sa voix. Et si cela affecte ton travail, le conseil, point la réputation de l'entreprise. Alors nous gérons. Ensemble, dit simplement Ethan. Sophie, je t'aime. Je sais que nous ne l'avons pas encore dit officiellement, mais je suis amoureux de toi depuis cette nuit chez Sotheby's, quand tu t'es levé et que tu as tout risqué pour faire ce qui était juste. Je veux que tout le monde sache que tu es à moi et que je suis à toi, et je veux arrêter de prétendre que la personne la plus importante dans ma vie est juste mon employé. Sophie le dévisagea, son pouce accélérant. Les mots flottaient dans l'air entre eux. Je t'aime. Prononcé doucement, mais avec une conviction absolue. Ethan, dit-elle doucement, je t'aime aussi. Je suis amoureuse de toi depuis notre deuxième rendez-vous, quand tu as passé 2 heures à m'écouter t'expliquer les différences techniques entre le coup de pinceau impressionniste original et les reproductions modernes, et que tu étais sincèrement intéressé par chaque détail. Le sourire d'Ethan était radieux. Alors, on le fait. On rend ça public. On le fait, dit Sophie, mais j'ai des conditions. Dis-les-moi. Premièrement, nous publions le communiqué avant le gala pour que l'événement ne soit pas éclipsé par les spéculations sur notre relation. Deuxièmement, nous maintenons des limites professionnelles au travail. Pas de démonstration d'affection en public au bureau, des voitures séparées pour les événements d'entreprise, et absolument aucun traitement de faveur que l'on pourrait qualifier de favoritisme. Troisièmement, si cela devient un problème pour l'entreprise ou pour ma réputation professionnelle, nous réévaluons notre approche. Ethan hocha la tête sérieusement. D'accord sur tous les points. Autre chose? Sophie sourit. Oui. Si tu comptes être mon petit ami officiel, je dois rencontrer le reste de ta famille. Lily ne compte pas, car elle m'a déjà pratiquement adopté. Je veux rencontrer ta mère correctement, ta famille élargie, et toute autre personne qui aura un avis sur ton choix de petit ami. Ethan rit. Sophie, tu es sûre d'être prête pour ça? Ma mère se remet à peine du fait que j'ai déclaré mon amour pour une inconnue lors d'une vente aux enchères. Rencontrer officiellement ma petite amie pourrait la faire passer en mode planification intensive. Je peux gérer Eleanor Brooks, dit Sophie avec une assurance qu'elle ne ressentait pas entièrement. De plus, si nous devons le faire, nous allons le faire bien. Le communiqué de presse fut publié ce vendredi après-midi, stratégiquement programmé pour le cycle d'actualité du week-end. Sophie passa le week-end à répondre aux appels de félicitations de ses amis, de sa famille et de ses contacts professionnels tout en essayant de ne pas être obsédée par la couverture médiatique. La réaction fut étonnamment positive. Le Wall Street Journal publia un article sur « La romance d'entreprise bien menée », soulignant comment Sophie et Ethan avaient maintenu des limites professionnelles tout en construisant leur relation. Le magazine Arendantic publia un profil de Sophie axé sur ses réalisations professionnelles et sa vision des pratiques d'authentification éthique. Même le Page 6, qui avait déclenché toute la frénésie médiatique, publia un article relativement respectueux sur le nouveau « Power Couple » de Manhattan. Le véritable test arriva le lundi matin, lorsque Sophie entra chez Brooks Enterprises pour la première fois en tant que petite amie officiellement reconnue d'Ethan Brooks.
Elle s'attendait à des regards gênés, des conversations chuchotées et le malaise général qui accompagne la révélation de la vie privée. Au lieu de cela, elle trouva un bouquet de fleurs sur son bureau de la part de l'équipe d'authentification, la félicitant, elle et Ethan, d'avoir officialisé leur relation. Laura Winters passa avec un café et un sourire entendu, mentionnant qu'Ethan avait été insupportablement heureux tout le week-end. Même Hélène Ramsey envoya un bref email, bien géré. J'attends le gala avec impatience. Le dîner de famille Brox était prévu pour le dimanche suivant dans la maison de ville d'Eleanor Brox, dans l'Upper East Side. Sophie passa la semaine à se préparer comme si elle révisait pour ses examens, faisant des recherches sur l'histoire de la famille, passant en revue les événements actuels qui pourraient être abordés dans la conversation, et demandant conseil à Lily sur tout, de la tenue appropriée au sujet à éviter. Sois juste toi-même, lui dit Lily lors de leur café du jeudi. Maman va t'adorer parce qu'Ethan t'aime et parce que tu le rends heureux d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des années. Et si elle pense que je ne suis pas assez bien pour lui, demanda Sophie, exprimant la peur qui la tenait éveillée la nuit. Lily rit. Sophie, tu as sauvé mon frère d'un désastre financier, construit un programme d'entreprise réussi en 3 mois et convaincu le conseil d'administration le plus sceptique de Manhattan d'approuver un budget d'1 million de dollars pour l'authentification d'œuvres d'art. Si tu n'es pas assez bien pour Ethan, alors personne ne l'est. Le dimanche soir, Sophie se retrouva devant la maison de ville de la famille Brox, vêtue d'une robe bleu marine que Lily l'avait aidé à choisir, et tenant une bouteille de vin dont Ethan lui avait assuré qu'elle était appropriée, mais, sans en faire trop. La maison de ville était tout ce à quoi elle s'attendait, élégante, historique et valant probablement plus que la base fiscale entière de la plupart des petites villes. Ethan ouvrit la porte lui-même, très élégant en pantalon sombre et pull en cachemire qui faisait ressortir ses yeux. « Prête » demanda-t-il en prenant son manteau au poing. « Aussi prête qu'on peut l'être pour rencontrer la famille de son petit ami milliardaire » répondit Sophie, ce qui fit rire Ethan. Le salon était élégant mais confortable, avec des œuvres d'art dignes d'un musée sur les murs et des meubles qui parvenaient à être à la fois beaux et fonctionnels. Eleanor Brox se leva de son siège près de la cheminée à leur entrée, et Sophie fut surprise de voir que la mère d'Ethan était plus petite qu'elle n'était apparue à la vente aux enchères, menue et élégante, avec des cheveux argentés et le genre de style discret qui ne vient qu'avec des générations de bonne éducation. « Sophie » dit chaleureusement Eleanor, lui tendant les mains pour serrer les siennes. « Je suis si heureuse de vous rencontrer comme il se doit. Ethan nous a tant parlé de votre travail, et je suis les progrès du programme d'authentification avec grand intérêt. » Sophie sentit une partie de sa tension se relâcher. « Merci, Madame Brox. Je suis ravie d'être ici. S'il vous plaît, appelez-moi Eleanor. Nous sommes de la même famille maintenant. » La soirée fut étonnamment détendue. Eleanor se révéla être une interlocutrice passionnante avec des opinions bien arrêtées sur l'art, la politique et l'importance de la préservation culturelle. L'oncle d'Ethan, William, était là avec sa femme, Sarah, et ils passèrent une bonne partie du dîner à discuter des applications commerciales du programme de bourse d'authentification de Sophie. Lily avait clairement briefé tout le monde sur les sujets appropriés, car personne ne mentionna le désastre de la vente aux enchères ni la couverture médiatique de leur relation. Au lieu de cela, la conversation se concentra sur le parcours de Sophie, ses réalisations professionnelles et ses réflexions sur l'avenir de l'authentification d'œuvres d'art. « Sophie, » dit Eleanor pendant le dessert, « Ethan me dit que vous avez peint cette reproduction de la nuit étoilée de Van Gogh qui est dans votre appartement. Peignez-vous toujours ? » Pas autant que je le voudrais, admit Sophie. Le travail d'authentification ne laisse pas beaucoup de temps pour les activités créatives. Vous devriez prendre le temps, dit fermement Eleanor. Les artistes qui ne font qu'analyser l'art sans en créer perdent quelque chose d'essentiel. Ethan, vous devriez aménager un atelier pour Sophie dans le Penthouse. Sophie faillit s'étouffer avec son vin. Oh, je ne pourrais pas, bien sûr que si, dit Ethan, ses yeux s'illuminant d'enthousiasme. Il y a plein de place, et la lumière dans l'allée serait parfaite pour peindre. Ethan, nous n'avons même pas discuté du fait que je passe plus de temps chez toi, dit Sophie, consciente que toute la table écoutait leur conversation. Eh bien, dit Eleanor avec le genre de sourire qui suggérait qu'elle s'amusait énormément, c'est quelque chose dont vous devriez absolument discuter. La vie est trop courte pour perdre du temps en logistique quand on a trouvé la bonne personne. Après le dîner, Ethan raccompagna Sophie chez elle, même si cela représentait un détour considérable depuis son Penthouse. La soirée de décembre était vive et claire, avec des lumières de Noël qui commençaient à apparaître dans les vitrines des magasins et le genre d'énergie qui n'accompagne que l'approche des fêtes. Ça s'est bien passé,
dit Ethan alors qu'il traversait Washington Square Park. Ta famille est merveilleuse, dit honnêtement Sophie, même si je pense que ta mère est déjà en train de planifier notre mariage. Ethan s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. Est-ce que ce serait si terrible? Le cœur de Sophie manqua un battement. Ethan, je ne fais pas ma demande, dit-il rapidement, bien que son sourire suggère qu'il n'était pas entièrement opposé à l'idée. Je dis juste que l'idée d'un avenir avec toi ne me fait pas peur. Au contraire, c'est le seul avenir que je veux. Sophie le regarda, debout sous la lueur des lampadaires du parc, des flocons de neige commençant à tomber autour d'eux comme dans un film romantique. Il y a 3 mois, il était un inconnu qui s'était ridiculisé lors d'une vente aux enchères. Maintenant, il était l'homme qu'elle aimait, la personne qui lui avait donné une carrière dont elle n'avait fait que rêver, et quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, lui donnait l'impression d'être la meilleure version d'elle-même. Ethan Brooks, dit-elle en se rapprochant de lui. Essaies-tu de me faire chavirer à Washington Square Park? Est-ce que ça marche? Demanda-t-il en l'enlaçant. Ça marche, dit Sophie en se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Mais je dois te prévenir que je ne suis pas facile à séduire. Je suis pragmatique, têtu, et j'ai des opinions bien arrêtées sur tout, de l'authentification d'art aux méthodes de préparation du café. Je sais, dit Ethan en l'embrassant en retour. Ce sont quelques-unes des choses que j'aime le plus chez toi. Le gala annuel de Brooks Enterprises eut lieu 3 semaines plus tard, un samedi soir de décembre qui ressemblait à un conte de fées hivernales. Le Metropolitan Museum of Art avait été transformé en un monde merveilleux de lumières scintillantes, d'élégants arrangements floraux et de projecteurs soigneusement positionnés qui mettaient en valeur les pièces de la collection de Brooks Enterprises exposées spécialement dans les galeries du musée. Sophie avait passé des semaines à se préparer pour l'événement, non seulement sur le plan logistique, mais aussi sur le plan émotionnel. Ce serait leur première grande apparition publique en tant que couple, la première fois qu'ils navigueraient ensemble dans un événement social de haut niveau, et la première fois qu'elle serait présentée au monde de l'art au sens large à la fois comme directrice de l'authentification d'art pour Brooks Enterprises et comme petite amie d'Ethan Brooks. Elle avait trouvé la robe parfaite, une robe bleu nuit que Lily avait insisté pour lui acheter, malgré les protestations de Sophie concernant le prix à 4 chiffres. Elle était élégante sans être tape à accent grave-l'œil, assez sophistiquée pour le lieu, et lui donnait l'impression d'appartenir à l'événement culturel le plus exclusif de Manhattan. Ethan vint la chercher à son appartement. Elle avait insisté pour se préparer chez elle plutôt que dans son penthouse, voulant maintenir un certain sens de l'indépendance, et quand il la vit, son expression rendit chaque instant de préparation valable. Sophie, dit-il, visiblement à court de mots. On dirait que j'ai ma place à ton bras au mai, demanda-t-elle en ajustant le simple collier de diamants qu'il lui avait offert pour leur 3e mois d'anniversaire. On dirait quelqu'un que j'ai une chance incroyable d'aimer, dit Ethan en lui offrant son bras. Prête pour nos grands débuts? Le musée bourdonnait déjà d'activité à leur arrivée. Sophie reconnut les visages des magazines d'art et des pages mondaines, ainsi que plusieurs experts en authentification avec qui elle avait travaillé au fil des ans. La liste des invités ressemblait à un « Who's Who » de l'élite culturelle de Manhattan, avec une généreuse pincée de célébrités, de politiciens et de chefs d'entreprise qui soutenaient les arts. Sophie Carter appela une voix familière alors qu'ils entraient dans la zone de réception principale. Le docteur Edward Langlais, l'expert en art âgé qui avait validé son intervention chez Sotheby's, s'approcha avec un large sourire. « Ma chère, vous êtes absolument radieuse. Et Ethan, félicitations d'avoir eu le bon sens de tomber amoureux de la femme la plus honnête du monde de l'art. » Sophie sentit qu'elle rougissait, mais le sourire fier d'Ethan lui donna l'impression qu'elle pouvait faire face à tout ce que la soirée pourrait lui réserver. La première heure fut un tourbillon de présentations, de félicitations et de conversations sur le succès du programme d'authentification. Sophie se retrouva à discuter de techniques d'analyse avec des conservateurs de musées, à partager des anecdotes sur des découvertes récentes avec des collectionneurs privés et à répondre aux questions sur le programme de bourse d'aspirants historiens de l'art. « Tu es très à l'aise avec ça », murmura Ethan lors d'un bref moment de calme alors qu'il se déplaçait entre les galeries. « Avec quoi » demanda Sophie, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Être le centre de l'attention sans que ça te monte à la tête. Parler de ton travail avec passion mais sans arrogance. Faire en sorte que chaque personne que tu rencontres se sente comme la personne la plus intéressante de la pièce. Ethan marqua une pause à côté d'une vitrine éclairée présentant le paysage de Winslow Homer que Sophie avait identifié et authentifié. Être exactement qui tu es, quel que soit le contexte. Sophie regarda autour d'elle dans la galerie.
Les invités soigneusement vêtus admirant des œuvres d'art valant des millions de dollars. L'éclairage sophistiqué qui donnait même aux pièces mineures une allure de musée. Les signes subtils indiquant que Brooks Enterprises avait rendu tout cela possible grâce à son travail philanthropique. Ethan, dit-elle doucement, il y a 3 mois, je mangeais des plats à emporter seul dans mon studio, en m'inquiétant de payer mon loyer. Maintenant, je suis au Met, portant une robe qui coûte plus cher que ma voiture, à discuter de techniques d'authentification avec des gens dont je lisais les noms dans les magazines d'art. Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ethan prit sa main, entrelaçant leurs doigts dans un geste qui semblait naturel malgré le cadre formel. Sophie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est ta vie. Tu as mérité chaque parcelle de tout ça. Le poste, le respect, la reconnaissance. La seule chose que tu n'as pas méritée, c'est que je tombe amoureux de toi, mais ça, c'était inévitable dès le départ. Avant que Sophie ne puisse répondre, Hélène Ramsey s'approcha avec quelqu'un que Sophie ne reconnut pas, une femme dans la cinquantaine portant une robe émeraude qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. Sophie, Ethan, dit Hélène avec le genre de sourire qui suggérait de bonnes nouvelles. J'aimerais vous présenter le Dr Margaret Whitfield de la Smithsonian Institution. Elle suit le travail du programme d'authentification avec grand intérêt. Le Dr Whitfield lui tendit la main avec un enthousiasme évident. Mademoiselle Carter, j'espérais vous rencontrer toute la soirée. Nous observons vos techniques d'authentification, en particulier votre travail sur l'attribution du Moreau qui a évité l'incident de Sotheby's. Nous sommes en train de revoir nos propres protocoles d'authentification, et nous aimerions discuter d'un éventuel contrat de consultation. Sophie sentit un frisson de fierté professionnelle. Le Smithsonian voulait travailler avec elle, non pas parce qu'elle sortait avec Ethan Brooks, mais en raison de sa réputation professionnelle. Je serais honoré d'en discuter, dit Sophie. Le programme d'authentification est toujours à la recherche d'opportunités de collaborer avec des institutions qui partagent notre engagement envers la rigueur académique. Alors que le Dr Whitfield s'éloignait pour se mêler aux autres invités, Hélène serra le bras de Sophie. Tu vois, c'est pour ça que nous savions que l'instinct d'Ethan était le bon à ton sujet. Ta réputation professionnelle repose entièrement sur tes propres mérites. La soirée se poursuivit avec un dîner formel, des discours sur l'importance de l'éducation artistique et une vente aux enchères de pièces données qui rapporta plus de 2 millions de dollars pour les programmes de préservation culturelle de la Fondation Brooks. Sophie se retrouva à la table d'honneur, assise entre Ethan et un éminent directeur de musée, qui passa la majeure partie du dîner à la sonder sur les tendances émergentes en matière de technologie d'authentification d'art. Pendant le dessert, Ethan se leva pour faire un discours sur le travail de la Fondation et l'importance de soutenir les jeunes chercheurs dans les arts. Sophie le regarda capter l'attention de 500 invités avec une confiance facile, parlant avec passion de l'héritage de son père et de l'engagement de l'entreprise envers la préservation culturelle. Enfin, dit Ethan, son regard trouvant celui de Sophie à travers la salle bondée, je veux remercier quelqu'un qui incarne tout ce que notre programme d'authentification représente. Il y a 3 mois, Sophie Carter a risqué sa réputation professionnelle pour empêcher une fraude qui aurait pu coûter non seulement de l'argent, mais aussi de la crédibilité à toutes les personnes impliquées dans cette transaction. Depuis qu'elle a rejoint Brooks Enterprises, elle a bâti un programme qui devient déjà un modèle de pratique d'authentification éthique dans toute l'industrie. La salle éclata en applaudissements, et Sophie sentit des larmes lui piquer les yeux alors qu'Ethan continuait. Mais plus que cela, Sophie nous a rappelé à tous pourquoi ce travail est important. L'art n'est pas seulement une question de beauté ou de valeur d'investissement, il s'agit de préserver les histoires qui définissent notre civilisation et de s'assurer que ces histoires sont authentiques, qu'elles sont racontées honnêtement, qu'elles sont protégées pour les générations futures. C'est un travail qui vaut la peine d'être fait, quel qu'en soit le coût. Ethan leva sa coupe de champagne, et 500 invités suivirent son exemple. À Sophie Carter, et au principe que certaines choses comptent plus que les marges bénéficiaires. Le toast fut tonitruant, et Sophie se sentit submergée par la reconnaissance, le respect et l'affection sincère qu'elle vit sur les visages autour d'elle. Mais surtout, elle se sentit submergée par l'amour qu'elle vit dans les yeux d'Ethan alors qu'il la regardait depuis le podium. Après la fin du programme officiel, les invités retournèrent dans les galeries pour danser et poursuivre les conversations. Sophie se retrouva séparée d'Ethan par des sympathisants et des contacts professionnels, mais elle pouvait le voir de l'autre côté de la salle, également entouré de gens voulant discuter affaires ou simplement le féliciter pour le succès de la soirée. Sophie appela une voix derrière elle. Elle se tourna pour trouver Charles Whitmore, le directeur financier, qui avait été sceptique lors de sa présentation au conseil.
Charles, dit-elle chaleureusement, j'espère que vous appréciez la soirée. Énormément, Sophie. Je voulais m'excuser pour mes questions lors de votre présentation au conseil. J'étais préoccupé par les implications financières de la création de votre poste, mais je dois admettre que vous avez dépassé toutes les projections dont nous avions discuté. Sophie sourit. Aucune excuse n'est nécessaire. Vous faisiez votre travail, en vous assurant que les ressources de l'entreprise étaient utilisées à bon escient. Je respecte cela. Eh bien, vous avez certainement prouvé que l'investissement d'Ethan dans le programme d'authentification était l'une des décisions les plus intelligentes qu'il ait prises en tant que PDG. Charles marqua une pause, regardant autour de la galerie bondée. Sophie, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pensez-vous que vous auriez accepté ce poste si Ethan n'avait pas fait cette déclaration à la vente aux enchères, si vous aviez simplement été contacté par les canaux professionnels normaux? Sophie considéra sérieusement la question. Honnêtement, je ne sais pas. J'aurais peut-être été trop intimidé par l'environnement de l'entreprise, trop inquiète de savoir si j'avais ma place dans ce monde. L'approche non conventionnelle d'Ethan pour m'offrir le poste m'a forcé à envisager des possibilités que je n'aurais peut-être pas eu la confiance de poursuivre autrement. Charles hocha la tête, pensif. Donc, d'une certaine manière, sa déclaration impulsive chez Sotheby's a conduit exactement au résultat dont Brooks Enterprises avait besoin. Je suppose que oui, dit Sophie en riant, bien que je ne recommanderais pas les déclarations d'amour public comme stratégie de recrutement standard. Non, dit Charles avec un sourire. Je pense que nous nous en tiendrons à des approches plus traditionnelles pour les futures embauches. Alors que la soirée touchait à sa fin, Sophie se retrouva debout avec Ethan dans le grand hall du musée, regardant les derniers invités dire au revoir et le personnel commencer le processus subtil de nettoyage. Le gala avait été un immense succès financièrement, socialement et personnellement. Alors, dit Ethan en desserrant son nœud papillon, qu'est-ce que ça fait de faire officiellement partie de l'establishment culturel de Manhattan? Sophie s'appuya contre son épaule, soudainement épuisée par des heures passées à être présente pour des centaines de personnes. C'est surréaliste. Il y a 6 mois, je n'étais personne de spécial. Ce soir, la directrice du Smithsonian m'a demandé de la conseiller sur leur protocole d'authentification. Sophie, dit sérieusement Ethan. Tu n'as jamais été personne de spécial. Tu as toujours été exactement celle que tu es ce soir. Brillante, passionnée, intègre et complètement irremplaçable. La seule chose qui a changé, c'est que plus de gens le savent maintenant. Sophie regarda le grand hall, avec ses plafonds vertigineux et son architecture classique, puis de nouveau Ethan, qui la regardait avec la même expression d'admiration qu'elle avait vue dans son minuscule appartement 3 mois auparavant. Ethan, je peux te dire quelque chose? N'importe quoi. Quand tu as déclaré ton amour pour moi à cette vente aux enchères, ma première pensée a été que tu étais complètement fou. Ma deuxième pensée a été que j'allais probablement tomber amoureuse de toi aussi, et ça me terrifiait plus que tout. Le sourire d'Ethan était doux et interrogateur. Et maintenant? Maintenant, je sais que tomber amoureuse de toi a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Pas à cause de tout ça, dit-elle en désignant le musée, englobant le gala, le succès, la reconnaissance, mais parce que tu me vois tel que je suis et que tu m'aimes quand même. Parce que tu me mets au défi d'être meilleur tout en m'acceptant exactement comme je suis. Parce que tu me fais croire que je mérite toutes les bonnes choses qui sont arrivées depuis cette folle nuit chez Sotheby's. Ethan la serra plus fort, et Sophie pouvait sentir son eau de Cologne mélangée à la légère odeur de champagne et à l'air du musée. Sophie Carter, je t'aime. J'aime ton intégrité, ta passion, ton insistance têtue à faire ce qui est juste même quand c'est difficile. J'aime que tu me donnes envie d'être digne de l'héritage de mon père. J'aime que tu aies bouleversé ma vie et que, d'une manière ou d'une autre, tu aies donné un sens à tout. Ils s'embrassèrent dans le grand hall du Metropolitan Museum of Art, entourés d'œuvres d'art inestimables et de la magie persistante d'une soirée qui avait cimenté à la fois leur partenariat professionnel et leur avenir personnel. 6 mois plus tard, Sophie se tenait dans la même salle de vente de Sotheby's où leur histoire avait commencé, cette fois en tant qu'enchérisseuse représentant Brooks Enterprises pour l'acquisition d'une importante collection pour la nouvelle aile contemporaine du musée. Ethan était assis à côté d'elle, officiellement en tant que PDG, mais en réalité pour un soutien moral alors que Sophie naviguait sa première grande vente aux enchères en tant que directrice de l'authentification d'art de Brooks Enterprises. La pièce sur laquelle ils enchérissaient, un authentique Rothko que Sophie avait passé des semaines à authentifier, approchait de sa valeur estimée quand Ethan se pencha et murmura « Quoi qu'il arrive, s'il te plaît,
n'annonce pas ton amour pour quelqu'un d'autre dans cette salle. Sophie essaya de ne pas éclater de rire. Je ferai de mon mieux pour me contenir. Lorsque le marteau tomba sur leur offre réussie, Sophie ressentit la même vague d'accomplissement qu'elle avait éprouvée lors de la présentation au conseil, multipliée par la certitude qu'elle contribuait à quelque chose de plus grand qu'elle-même. En quittant la maison de vente, Ethan lui prit la main. Des regrets à propos de cette nuit, il y a 6 mois. Sophie pensa à son minuscule studio, à ses difficultés financières, à son incertitude quant à son avenir professionnel. Puis elle pensa à son bureau d'angle, à son laboratoire d'authentification, à son équipe de chercheurs, et à l'homme à côté d'elle qui avait vu son potentiel avant qu'elle ne le reconnaisse pleinement elle-même. Un seul, dit-elle. Ethan parut inquiet. Lequel? Sophie sourit. Je regrette de ne pas avoir vu ta tête quand tu as réalisé que tu venais de déclarer ton amour pour une parfaite inconnue devant 200 personnes. Ethan rit, le son résonnant sur les trottoirs de Manhattan alors qu'ils marchaient vers leur avenir ensemble. Un avenir bâti sur l'authenticité, l'intégrité et le genre d'amour qui valait bien n'importe quelle humiliation publique. Car parfois, Sophie l'avait appris, les moments les plus imparfaits créent les débuts les plus parfaits. Fin.